Bonjour à toutes, bonjour à tous. On peut dire bonsoir avec ce temps. Je ne pense pas qu'il y ait de décalage horaire entre Paris et Toulouse. Bienvenue dans ce meet-up pour l'impulsion de la culture de l'innovation. On peut dire post-Covid, parce qu'il y a une petite tendance sur les slides et cette présentation. Et j'ai l'honneur d'accueillir dans ce Digi 5 à 7, l'avant-dernier de l'été, notre formule, on va dire, de fin de journée, l'afterwork digitalisé, puisqu'on a un petit peu de public derrière la caméra, toujours dans le respect des gestes barrières, bien entendu. Et pour animer un petit peu ce meet-up, nous avons deux invités de marque, d'une part de l'entreprise Guti et du groupe GAC. Nous avons Baptiste Barrère et Bastien Ingweiler. Je vais vous demander de vous présenter. Alors déjà, merci d'être là. Bastien, qui êtes-vous? Que faites-vous? Bonjour Mathias. Alors plus près le micro, comme ça on vous entend bien. Bonjour Mathias. Donc, je suis Bastien Gviller, je suis le fondateur de la startup Guti. Donc, on est un réseau d'agents du digital et des startups. Donc, on est spécialisé dans la culture startup et on fait le lien entre les grosses structures et les petites pour leur permettre de travailler ensemble et d'innover. On a pour tradition de dire que si vous voulez innover, il ne faut pas travailler avec les mêmes acteurs que traditionnellement. Il faut aller effectivement chercher les petites pépites, celles qui prennent des risques et s'associer à eux et travailler ensemble. Et ça mérite l'intermédiation d'un agent comme les agents Guti. Voilà. Très bien. Bienvenue dans mon salon, Bastien. Merci beaucoup. Ravi de vous accueillir donc à Nova Mêlée. Kakemono dans votre salon. Et oui, vous avez Guti, vous pouvez stalker sur LinkedIn éventuellement également. Et on a direct from Paris, Baptiste Barrère. Alors Baptiste, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, effectivement, en direct de Paris. Alors, la petite joke du début, vous voyez qu'on respecte bien avec Bastien les distanciations sociales, puisque il y a quelques kilomètres qui nous séparent. Mais je serais ravi, lorsque le temps le permettra, de pouvoir venir vous voir en direct et de créer des ateliers beaucoup plus interactifs. Donc, moi, je suis Baptiste Barrère, je suis responsable marketing pour la business unit innovation de GAC Group. On est un cabinet de conseil en innovation, en management de l'innovation, on le verra pendant ce webinaire, ce que ça veut dire pour nous le management de l'innovation, mais aussi en performance ressources humaines. Et on l'a vu en ce moment, c'est très important aussi les ressources humaines et aussi en conseil en performance fiscale, donc au niveau de la fiscalité locale et la fiscalité autre. Voilà. Donc on est un cabinet, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur ces trois sujets et on est 200 salariés, dont 140 en France. Alors, beaucoup de thématiques de base sur cette table ronde sur laquelle cette mini-conférence, cet afterwork, on peut dire, sur lequel on a échangé au préalable et encore plus sur cette période post-Covid. Donc, le format qu'on va vous proposer ce soir, un petit peu en avant-goût de la mêlée numérique qui aura lieu du 28 septembre au 2 octobre, c'est cette formule salon, cette formule échange, que ce soit à distance ou sur place, en explorant, en exploitant une thématique sur un mode non pas top-down, mais aussi interactif. Donc, vous, cher public, je vous demanderai de temps à autre de réagir dans la barre de chat parce qu'on va faire appel à vous, appel à votre retour d'expérience, aux informations sur lesquelles vous pourriez apporter un point d'appui, un point d'éclairage. Ce n'est pas une formation sur laquelle on va vous lasser juste d'écouter deux intervenants. On aimerait bien parler un petit peu avec vous. Quelques règles cependant, je vois que tout le monde est bien habitué et fait preuve de civisme avec le micro coupé, c'est toujours plus agréable. Si vous voulez prendre la parole, je vous invite à explorer la barre de chat sur le côté. Sur un retour d'expérience, je vous demanderai de vous signaler et si je peux me permettre de vous dispatcher la parole, ça me ferait très plaisir. Donc si vous êtes d'accord avec ça, on va commencer la présentation où je serai un peu l'électron libre, vu que Bastien et Baptiste ont énormément de choses à vous dire. On va essayer d'aller un petit peu dans le fond du sujet. Et si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Comme dans un live Twitch, je les prends et je les pose à mes intervenants. Donc je réponds à Arnaud. Le replay du webinaire sera disponible par la suite. Eh bien, écoutez, tout à fait. On commence. Qui prend la parole, messieurs? Je crois que vous êtes rodés. Hein. Là, c'est un duo, c'est une équipe, ça, c'est une team. Donc, qui commence? Non, déjà, ravi de partager avec toi, Bastien, cet entretien. C'est vrai que Guti, on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble précédemment. J'espère que ça pourra ouvrir les portes à des partenariats à envisager d'ici peu. Je voulais effectivement partager avec toi et avec vous tous ce thème et je te laisserai, Bastien, éventuellement compléter. Le thème, c'est simplement comment faire en sorte que cette crise qu'on vit tous actuellement, comment faire en sorte qu'elle devienne une opportunité pour un petit peu changer la donne au niveau de son entreprise en tant que collaborateur, mais aussi au niveau de son marché, au niveau de sa concurrence. Et puis, comment challenger sa culture de l'innovation, donc sa façon de consommer, de produire, de vivre l'innovation, et aussi sa façon
d'être moteur ou pas dans son entreprise, dans la façon dont l'entreprise va utiliser l'innovation, si possible, pour inventer le futur de son marché et perdurer dans ce monde qui va devenir de plus en plus complexe en tant qu'entrepreneur. Et donc, effectivement, il y a 3 buzzwords que vous avez beaucoup entendus, j'imagine, depuis le début du confinement. C'est faire preuve de résilience, d'agilité et de créativité. Et on verra que ces 3 buzzwords sont aussi en lien total avec l'innovation. Et juste avant, Bastien, de te laisser compléter éventuellement cette introduction, je voulais vous lire un extrait d'un article de Forbes que j'ai bien apprécié du 19 mai, qui nous disait effectivement que le coronavirus, ça nous pousse à repenser notre façon de travailler, de communiquer, de se socialiser, de vivre et de consommer. Et qu'on a été un certain nombre, ou dans vos familles, dans vos écosystèmes, il y a eu un certain nombre d'entre nous qui ont été des usagers prématurés d'un certain typologie d'innovation. Typiquement, là, utiliser le Zoom pour communiquer, ce sont aussi donc un monde où l'innovation est impulsée de manière beaucoup plus rapide et parfois aussi est imposée de manière assez violente à un certain nombre d'entre nous. Et donc, comment on compose avec tout ça? Et puis aussi, on l'a fait dans un précédent webinaire la semaine dernière, c'est aussi une culture de l'innovation qui doit un petit peu changer, puisque vous avez vu la vague green qui a déferlé sur les mairies françaises. C'est aussi comment est-ce que maintenant, dans le fameux monde d'après, on va pouvoir utiliser cette innovation responsable pour créer du business, pour perdurer, et pourquoi il va falloir se mettre aussi à l'innovation un petit peu plus responsable, un petit peu plus ouverte et un petit peu plus agile. Alors Voilà. Bastien, toi qui représentes la partie, on va dire un peu plus peut-être start-up avec une structure agile, petite équipe qui évolue très très vite. Non pas que groupe GAC n'en soit pas capable, mais on ne fait pas évoluer aussi vite une entreprise à 200 salariés qu'à 5 salariés. Quel est ton avis un petit peu toi sur justement ce monde d'après? Est-ce que tu abondes dans le sens de Baptiste ou tu peux aller à contre-courant? Quelle est ta Non, vision tout à fait. sur ce Alors, sujet? déjà, je pourrais dire qu'on on a préparé cette intervention avec Baptiste avec plaisir. On partage beaucoup de valeurs sur l'innovation. Et ça s'est fait assez facilement, même si après il y a quelques différences qu'on cultive dans chacune de nos entreprises, et heureusement, parce qu'effectivement on n'a pas la même taille, on ne fait pas exactement le même métier, mais effectivement il y a beaucoup de points communs et de similarités. Et effectivement, moi juste ce que je dirais, c'est qu'en fait on vit une crise sanitaire aujourd'hui, mais ce n'est que la première crise. On a eu des crises économiques en 2008, on aura peut-être des crises demain écologiques, on va avoir des crises peut-être alimentaires, on va avoir des crises sur peut-être plein de sujets, peut-être une guerre un jour ou des choses comme ça, une guerre spatiale. Moi, je vois quand même, on est en train d'armer les satellites, hein, il faut le savoir. Donc, globalement, on n'est pas à l'abri de beaucoup de changements dans le futur. Et effectivement, ces mots-clés qu'on a vus avant, qui sont surtout autour de la résilience, de l'agilité, de la réactivité, de la créativité, sont des buzzwords qui vont rester dans le temps. Donc, ne croyez pas juste qu'effectivement, on est face à une crise ponctuelle et que c'est juste les buzzwords du moment. Non, c'est les buzzwords des générations futures. Et c'est ça un petit peu le point que je voudrais apporter. Et effectivement, dans cette culture-là, les startups sont avantagées, parce qu'effectivement, on le verra par la suite, mais ce sont des petites structures qui sont beaucoup plus adaptables. Mais effectivement, les grands groupes qui portent aujourd'hui une grosse partie de l'économie et des emplois doivent aussi jouer le jeu, quoi. L'innovation comme impondérable, donc l'innovation, la mise en application commerciale d'une invention, et l'agilité dans la démarche comme impondérable. C'est un peu Tout le à fait. sujet qu'on va traiter et les conseils qu'on pourrait donner à Alors, l'audience ce soir. Alors, du coup, innovation et agilité. oui, Alors, voilà. j'adore ce schéma avec le brouillon sur le design thinking, la méthode Lean Startup qui resserre un petit peu les vis et on va sur le produit agile développé. Tout à fait. Alors, On y va, ouais. on a tenu à ajouter ce slide parce que pour vous dire, on s'est fait un petit peu chambrer sur les réseaux sociaux quand on a fait la communication sur cet événement parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens, innovation et agilité ne vont pas de pair dans la mesure où effectivement l'agilité est une méthodologie qui existe depuis près de 20 ans, qui est une méthodologie qui s'appuie sur un manifeste, qui a des valeurs. Et effectivement, l'innovation, ce n'est pas le même métier que de développer un produit en mode agile. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les valeurs de l'agilité peuvent se retrouver dans l'innovation. Effectivement, prioriser un produit opérationnel, privilégier les interactions, privilégier effectivement la négociation à l'aspect contractuel. Il y a beaucoup des valeurs en fait du manifeste agile qu'on peut retrouver dans l'innovation et ce schéma je l'adore également aussi parce qu'effectivement il explique que quand on fait de l'innovation, on part effectivement d'une problématique marché où on ne sait pas vraiment vers là où on va. On fait une exploration d'une startup pour essayer de réduire les risques business et à la fin on développe son produit. Et c'est vrai qu'en France on a une culture de l'innovation qui est un petit peu différente, qui est plutôt de mettre le paquet dans le développement de produits sans tenir compte en fait des risques et des enjeux business ou marché.
Et donc, effectivement, on voit que déjà l'agilité s'intègre dans une démarche d'innovation globale, mais en plus, l'innovation, effectivement, peut être elle-même agile si elle respecte les valeurs du manifeste et que, effectivement, on utilise les bonnes méthodologies, les bonnes pratiques et tout ce qu'on va vous présenter par la suite avec Baptiste. Eh bien, let's go, allons-y. C'est parti. Donc, au menu aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de vous faire gagner en compétitivité, bien sûr. Et on va avoir 5 points clés. D'abord, la crise dans votre stratégie d'innovation. Donc là, si vous souhaitez prendre la parole pour un petit peu nous expliquer comment vous, dans votre entreprise, vous avez vécu la crise et comment elle impacte ou pas votre stratégie de business et d'innovation, n'hésitez pas. Comment on fait pour réussir finalement dans ce contexte de mettre sur le marché des offres qui vont trouver leur public et comment faire le tri justement entre ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher et la façon dont on produisait avant l'innovation. Comment on va faire pour booster la croissance de ces innovations avec un budget restreint. Et donc là, effectivement, très content de partager avec toi, Bastien, sur la méthodologie Growth Hacking qui est très connue de l'écosystème startup. Et donc, comment piocher parmi cette méthode et même d'autres méthodes type innovation frugale, ce qui pourrait s'accaparer et se mettre en place dans votre entreprise, comment on va pouvoir booster la croissance de ces innovations avec peu de budget. Et aussi comment monter en compétence, comment faire monter en compétence ses collègues, ses équipes, sa direction autour de cette fameuse culture de l'innovation agile. Et enfin, finalement, le but étant aussi de distancer ses concurrents, de profiter de cette période pour distancer ses concurrents et comment on va se servir de tout ça pour créer de nouveaux leviers de croissance et voilà, de manière fluide, voir venir les années futures et de ne pas subir et agir au contraire de manière à anticiper les bouleversements du marché et en être l'acteur plus que le spectateur. Très bien. Commençons par le commencement, le point numéro 1. Donc, vous avez élaboré un petit ping-pong. Je me permettrai d'intervenir dans la partie, mais je vous laisse bien entendu dérouler. Juste avant ça, je tiens à vous dire, hein, cher public, si vous avez des questions, des points d'éclaircissement ou des réactions à faire, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Je relaye tous les points d'appui ou les demandes de compléments d'information. Donc, n'hésitez pas, c'est une conférence interactive, ouverte à tous. Et voilà, on va dire convivial, hein, à l'habitude de la mêlée. Donc là, sur vos retours d'expérience, vous, comment est-ce que vous avez anticipé ou pas la crise? Est-ce que vous êtes pris au contraire de plein fouet? Et est-ce que vous commencez à sortir la tête de l'eau et profiter un petit peu de cette crise pour revoir un peu votre copie et au contraire prendre les devants sur certains nombres de vos confrères, de vos concurrents? Est-ce que vous êtes plutôt photo de droite, c'est-à-dire libérer, délivrer et maître de cette période, ou au contraire un petit peu perdu par rapport à tout ce bouleversement? Est-ce que certains d'entre vous veulent faire un petit tour de table pour donner leur retour d'expérience à chaud là, après quelques mois de crise? Alors moi personnellement, hein, je suis plus la photo de gauche, hein, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc je vous invite, hein, cher public, à vous signaler si vous voulez prendre la parole et faire un retour un petit peu sur l'anticipation de la crise. Est-ce que vous avez profité de la crise? Est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que au contraire ça a été compliqué pour vous? En attendant vos réactions, peut-être que vous êtes timide, hein, ça peut arriver, on comprend tout à fait. Bastien, toi, avec Guti, quel a été le ressort de… Voilà, comment plutôt Reine des Neiges ou plutôt un petit peu compliqué? Non, non, moi plutôt libéré, délivré, effectivement, même si j'aime pas particulièrement ce dessin animé. Mais effectivement, globalement, moi, pour vous dire, dès la première semaine du confinement, j'ai déjà réduit les charges de la société par 3, divisé par 3. Donc, tout simplement en arrêtant tout ce qui était arrêtable, mais vraiment d'une façon extrêmement euh, critique, hein, mais parce qu'effectivement, je prenais conscience en fait de l'impact de la crise et de la réaction qu'il fallait amener. Et derrière, effectivement, réunion avec mes associés pour essayer de trouver effectivement quels pouvaient être les leviers de croissance durant cette période de crise et comment profiter effectivement de la crise comme un levier de croissance et comme une opportunité pour nous. Et effectivement, on avait identifié plusieurs pistes et on en a finalement privilégié une qui a été de travailler avec les services de l'État. Et donc, du coup, on a bénéficié du mouvement French Tech Solidarité pour pouvoir proposer auprès des services de l'État la réactivité des start-upers pour aider l'État à développer les plateformes dont il avait besoin pour gérer la crise du Covid. Et donc, de ce fait-là, on s'est retrouvé à piloter à peu près 6 projets en parallèle pour les services de l'État, dont notamment la plateforme qui a permis de suivre la production de masques et de gel hydroalcoolique en Occitanie, et également la plateforme qui a permis de suivre l'impact du Covid sur les différentes filières
économiques de façon à mettre en place les plans de relance adéquats. Et donc, ce sont des projets qui existent toujours. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant la crise, quoi. Alors, du coup, si je retiens deux notions importantes, la notion de drain, de nettoyage un petit peu d'affaires. Donc, on enlève un maximum de charges. C'était des charges qui finalement, bon, on les a, on a toujours payé tel ou tel abonnement, tel ou tel local. Ça fait penser à l'incubateur, accélérateur Z-Family qui a décidé de passer en, désolé pour l'anglicisme, full remote. Donc, de ne plus avoir du tout de locaux, ça enlève un paquet de charges. Donc, la stratégie, un petit peu, on en profite en drainant un peu les charges. Et aussi du pivot d'activité quelque part. Pivot. Alors c'était un pivot temporaire, mais qui restait dans le cadre de notre activité. Mais on n'était pas focus sur les services de l'État. Mais on s'est dit, dans ce contexte, les seuls qui vont être en capacité demain de nous donner des bons de commande, c'est les services de l'État. Et donc, du coup, effectivement, de se focus sur cette activité-là. Effectivement, je pense que les services de l'État étaient très contents parce qu'on a eu une ultra réactivité qu'ils n'auraient pas pu avoir de prestataires traditionnels. Il faut savoir qu'on était sur des itérations tous les 3 jours. Donc, on avait des équipes qui ne dormaient pas vraiment pour développer les plateformes pour l'État, etc. On a eu des gens avec qui j'ai travaillé, que je remercie, qui effectivement ont travaillé jusqu'à très tard le soir et qui ont permis effectivement tous les 3 jours de livrer une nouvelle version de la plateforme, enfin des plateformes, d'abord d'une première puis après de plusieurs plateformes, de façon effectivement à permettre de gérer au mieux cette crise. Et effectivement, quand il y a beaucoup de services que j'ai arrêtés, les commerciaux de ces sociétés-là m'appelaient en disant pourquoi vous l'arrêtez. Et je disais parce que c'est la crise et que ça allait durer 2 mois. Et on ne savait pas encore que ça allait durer 2 mois, mais dans ma tête, c'était clair. Et effectivement, ils n'étaient pas étonnés, entre guillemets, quoi. Donc, on était sur l'impondérabilité d'une démarche agile, de réactivité en face du marché. Alors, Okay. on le verra par la suite, mais l'agilité préconise des cycles. Et donc, j'ai laissé le cycle qui était en cours se terminer pour pouvoir repartir sur une nouvelle itération business avec une nouvelle stratégie business. Donc, j'ai quand même attendu quasiment les 2 premières semaines du confinement pour pouvoir adapter mon business. Et j'ai d'abord essayé de voir si dans ce contexte, j'avais toujours des opportunités ou pas à travailler avec mes clients traditionnels, mais qui effectivement, durant cette situation, avaient d'autres choses à faire que de travailler avec moi, quoi, la fameuse zone d'ombre du 17 au 31 mars 2020, je pense que tout le monde l'a vécu, cette zone dépressive. Alors, juste pour vérifier pour le public, vous nous entendez bien, rassurez-moi, on n'a pas de problème de son, j'espère qu'on ne parle pas dans le vide, je vois que vous êtes toujours là et que des micros sont allumés. Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas à le signaler dans la zone commentaire, mettez juste Rex pour retour d'expérience et je vous distribue la parole avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas, vous nous entendez ? Signalez-vous, hein, si j'espère qu'il n'y a pas de problème. J'avais une question parce que oui. tout à l'heure, tu as dit que tu étais plus dans la partie Lost, mais au final, je crois que la mêlée a quand même fait preuve d'une extrême agilité, dans la mesure où, par exemple, ces 5 à 7 qui sont organisés aujourd'hui ont été une initiative qui est née durant le confinement, quoi. Alors ça, c'est l'intervieweur interviewé. Non, mais effectivement, un gros ADN en fait de la mêlée et la partie effectivement événementielle. Donc, il a fallu très très vite réagir pour continuer à diffuser du contenu, honorer les engagements pris. Et là, effectivement, on n'a pas laissé passer le sas de décompression. Merci Estelle, vous êtes super. Je suis rassuré. On n'a pas laissé passer le sas de décompression de 2 semaines. On n'a pas eu le temps. On avait des événements à honorer. Donc, on a commencé par Zoom avec des formules after work dans lesquelles on pouvait canaliser un petit peu le flux de demandes. Et là, on travaille justement en totale agilité. Hein, et peut-être pas en innovant parce que ça s'est déjà fait, mais pourquoi réinventer la roue sur des formules qui fonctionnent déjà, en mettant en place avec non pas 3 bouts de ficelle, mais de manière on essaye le plus professionnel possible, d'avoir un beau cadre, de ne pas être trop, dans des visios un petit peu compliquées maintenant qu'on a pu déconfiner l'activité. Encore une fois, faire preuve d'agilité, c'est important. Estelle, merci pour votre retour. Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas à me le dire. Je vois aussi les autres personnes connectées. Baptiste, pour le groupe GAC, comment ça s'est passé justement? Est-ce que vous avez anticipé, très difficile, et ou profité de la crise? Alors, clairement, comme je pense, ce serait bizarre des entreprises qui l'ont anticipé. Je pense qu'on s'est tous pris un petit peu de manière assez violente ce confinement et peu de gens, en tout cas moi j'étais le premier à pas vraiment y croire au début de ce qui nous arrivait et finalement c'est arrivé. Par contre, on a anticipé dans le sens où GAC Group, on a la chance d'avoir une direction qui nous permet de faire du télétravail plusieurs jours par semaine depuis un certain nombre d'années. Donc, le période de confinement n'a pas été très compliquée pour quasiment tous nos collaborateurs puisqu'on était habitués à travailler de chez nous. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, on a pris, la direction a pris
à bras le corps en fait les sujets qui importaient nos clients en termes de financement, mais aussi en termes de stratégie marketing telle qu'on le voit aujourd'hui. Et donc, on a proposé une série de webinaires qui étaient complètement dédiés au sujet d'actualité. Et dès le début avril, on a fait un webinaire dédié à comment faire pour sauver votre trésorerie et aller chercher toutes les aides de l'État possibles et imaginables, mais comment le faire de manière raisonnée. Parce qu'on a été surpris aussi de voir un certain nombre de confrères qui se sont empressés de dire allez-y, faites du crédit impôt recherche, par exemple, vous allez être tout de suite remboursé, c'est génial, et faites ça avec nous. Et nous, on a pris au contraire le pan de dire ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas bêtement vous jeter dans la Allez gueule. prendre l'argent magique. Voilà, et subir à partir de septembre un contrôle fiscal, que ce soit sur le crédit d'impôt recherche ou par exemple le chômage partiel. Faites les choses correctement. Et pour ça, on a fait témoigner deux cabinets d'expertise comptable, dont un qu'on ne connaissait pas, mais qui a bien fait le buzz sur LinkedIn en critiquant de manière assez vindicative les dispositifs entre ce que l'État disait et ce que l'expert comptable devait traduire à son client, et donc le temps de latence entre vous allez avoir des aides et concrètement comment je fais. Et donc voilà, on a mis en place une série de webinaires sur le financement de l'innovation, comment vous allez vous faire pour vous en sortir au niveau de votre trésorerie, et aussi sur le management de l'innovation et le marketing de l'innovation, comment faire le tri entre ce qui marche, ce qui ne marchera pas, et puis profiter, comme on fait aujourd'hui, pour un petit peu changer la façon de travailler et changer la façon de vivre l'innovation. Par contre, il est clair que, comme la plupart des entreprises et la plupart d'entre vous, j'imagine, on subit bien sûr des pertes plus ou moins intenses en termes de productivité, de chiffre d'affaires aussi et de perspective de chiffre d'affaires 2020. Mais ça sert de leçon pour justement faire le tri entre des sujets qui ne marchent pas et d'autres qui vont devoir marcher, et activer différents leviers, et aussi travailler de façon complètement différente entre les services et entre nos entités dans le monde. Par exemple, on s'est rapproché beaucoup plus de certains de nos confrères dans d'autres pays, de nos filiales dans d'autres pays, chose que je ne faisais pas par exemple avant. Et au contraire, ça a été hyper bien de discuter avec nos équipes au Brésil, par exemple, ou en Allemagne, pour comprendre comment était activée la stratégie des gouvernements là-bas en termes de sauvetage des entreprises. Donc, c'était aussi une façon de voir l'innovation de manière un peu différenciante. Oui, un enrichissement, profiter de la crise aussi sur la culture un peu business internationale. Effectivement, oui, faire preuve de pédagogie, c'est aussi une nouvelle offre de service, une sorte de, pas pivot d'activité, mais une nouvelle gamme de services qui permet effectivement de profiter, de faire fleurir un petit peu son offre. Je vois que le public est un petit peu timide, alors je vais vous demander, je vais vous ressolliciter un petit peu plus tard, je vais vous proposer d'avancer, Bastien Baptiste, si en guise de complément, en même temps que la présentation et ce 5 à 7, si vous pouvez nous indiquer par exemple la taille de votre entreprise, si vous êtes de 1 à 50 salariés, de 50 à 100, plus 100, 200, 3000, 4000 multinationales, ça peut être très intéressant pour orienter un petit peu les discussions. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre quelle est la taille de votre entreprise. Je vous invite vraiment à réagir. C'est une presse faite pour ça. Malgré la distance, on reste quand même ensemble en pleine interaction. Sur, Baptiste ou Bastien, je ne sais plus qui prend le Je lead laisse sur le ballet de la danse. Je laisse Baptiste se dérouler. j'y vais, Bastien. Vas-y, vas-y. Ouais. Sur ce slide, on voulait vous partager l'illustration là à droite, où en fait, on a pas mal de clients ou même de prospects qui se sont dit, bon, là, on sauve la trésorerie, on arrête la R&D, on arrête les projets d'innovation, on boucle les budgets marketing et on s'en sort du mieux qu'on peut. Et justement, sur ce slide, on voulait partager avec vous cette idée de dire, OK, bien sûr, il a fallu sauver la trésorerie et l'appareil productif, le staff, essayer de mettre le moins de monde possible au chômage partiel, ou en tout cas maintenir les postes, les stagiaires, etc. Mais l'innovation n'est pas qu'un gadget comme le marketing, c'est quelque chose qui est indispensable à la survie, et encore plus post-crise ou pendant la crise de Covid, puisque c'est quelque chose qui va vous permettre de perdurer dans le temps, et c'est ce qui va vous faire vous réinventer, surtout que vos marchés, vos clients et vos concurrents ne prennent pas de pause en fait
pendant que vous réfléchissez peut-être à votre stratégie, le marché est en mouvement et en ébullition et vos concurrents sont peut-être surexcités de cette réouverture des campagnes et des phases de prospection pour aller chercher le maximum de trésorerie. Donc, comment vous allez pouvoir vous distinguer de eux et au contraire sortir un peu plus anobli de cette période. Il va falloir le faire de façon totalement différente. Peut-être que Bastien, tu vas pouvoir compléter ce que je dis, mais on parle vraiment tout à l'heure de créativité et aussi d'implication de collaborateurs. On l'a vu, je l'ai témoigné chez GAC Group, notre direction nous a vraiment permis de nous exprimer, de proposer des nouvelles idées, de critiquer de manière positive certaines propositions qui étaient faites par la direction et au contraire de suggérer des améliorations et aussi de créer des co-innovations. On le voit là avec Guti, on est en train de réfléchir à créer un partenariat. C'est aussi une période où il faut se poser en disant est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se rapprocher d'un tel ou d'un tel? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire confiance à nos salariés pour, nous, en tant que comité de direction, se voir suggérer des idées un petit peu neuves? Je trouve que c'est aussi une super période pour prendre conscience de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Bastien? Non, tout à fait. Je ne fais que confirmer. Effectivement, on avait des questions qui permettaient de suivre un petit peu un fil rouge. Et effectivement, si on voit la première question sur le fait, me permet de me poser la question moi-même. Mais... Bien près le micro, Bastien, pour que tout le monde t'entende. Je me permets de me poser la question moi-même. Mais voilà, est-ce que durant cette situation, il fallait ou il faut arrêter effectivement les projets de R&D et d'innovation? Je suis complètement d'accord qu'il ne faut pas. Et effectivement, il y a peut-être une histoire de repriorisation. Il y a certaines choses qui n'étaient pas forcément prioritaires déjà dans le passé, qui sont encore moins aujourd'hui, mais il y a peut-être des nouveaux projets qui ont émergé, notamment effectivement grâce à des discussions. Je n'arrive pas à entendre. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Alors, ah oui, alors peut-être que tu as appuyé sur le commutateur. Non, c'est bon. Alors, Bastien, je t'en prie. Est-ce que vous pouvez nous dire… J'ai le micro de Jean-Jacques Bourdin. Jojo Song, est-ce que vous entendez Bastien? Bastien, bien près le micro, oui. C'est important. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, je disais effectivement qu'il y a effectivement des projets à reprioriser et effectivement, comme tu disais Baptiste, en écoutant ses salariés, en écoutant l'ensemble des interlocuteurs traditionnels de la société pour pouvoir effectivement aller identifier des nouvelles pistes d'innovation. Et effectivement, je partage le fait que durant cette crise, il y a certaines sociétés qui ont été hyper actives, qui ont fait vraiment preuve effectivement d'innovation et d'agilité. Et effectivement, il ne faut pas se reposer durant cette période. Très bien. Vous nous dites bien dans le chat si vous entendez bien Bastien. Si ce n'est pas le cas, on a un micro pour deux. Il n'y a pas de souci. Vous nous dites dans le chat si vous entendez bien. Sinon, merci à Gabriel pour l'indication du nombre de salariés, donc 100 à 200 personnes. Christelle, 50 à 100 personnes. N'hésitez pas à ponctuer là-dedans. On voit qu'on est quand même sur des sociétés un petit peu solides et votre retour d'expérience sera précieux, autant au cours de la présentation que pendant les questions-réponses. Donc, si j'entends bien, ne pas arrêter l'innovation. C'est essentiel. C'est un petit peu comme la communication. Si on l'arrête, c'est là qu'on mesure les effets d'une stratégie de communication. Donc, la stratégie d'innovation sera un petit peu similaire. C'est ce que vous engagez, c'est votre conseil. Ne pas arrêter parce que c'est ce qui va remettre en marche l'appareil productif. C'est bien ça? Tout à fait. Mais après, c'était la question suivante sur le fait d'innover différemment, c'est ne pas arrêter. Mais si vous n'aviez pas déjà transformé un petit peu votre innovation, c'est peut-être l'occasion de le faire parce qu'effectivement, d'autant plus la R&D un peu fondamentale qui passe beaucoup de temps à chercher mais ne trouve pas forcément beaucoup de business derrière, etc. Celle-là, effectivement, elle est peut-être en cette situation de crise à déprioriser pour effectivement aller vers des innovations qui ont beaucoup plus d'intérêt business, qui ont un time to market, un temps d'accès au marché beaucoup plus réduit et qui ont un ROI, effectivement, un retour sur investissement beaucoup plus important. Quelques exemples, justement, d'innovation qui ont été faites durant la crise. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu veux rebondir, Baptiste? Alors, je tiens à remercier Christelle. Donc, du coup, si vous nous entendez très bien, je pense que Jojo Song, je dirais que c'est peut-être de votre côté. Je ne sais pas, malheureusement, je ne suis pas technicien. En tout cas, si vous nous entendez, vous nous le signalez. Je ne saurais régler ce problème à distance, malheureusement. Je n'ai pas ce talent de marabout. Pourtant, j'essaie de le développer toujours. Alors, quelques exemples de l'innovation comme réponse à la situation de crise. Effectivement, j'entends bien également. Vous me rassurez. Merci beaucoup. Des exemples, il y en a plein et je pense qu'on l'a tous vécu au fur et à mesure du déconfinement et des
les entreprises qui s'adressent à nous, que ce soit dans notre vie perso, en B2C ou en B2B, il y a aussi eu pas mal d'agilité dans un certain nombre de cas. Là, on a mis quelques exemples. Par exemple, New Balance qui s'est mis à produire des masques alors que c'est un acteur de la basket. Par exemple, là, l'Escape Mail qui est une petite entreprise d'Escape Game, donc qui pour le coup devait faire complètement changer de façon de faire de la stratégie d'échappement, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des games à domicile, c'est ça, Escape Mail? Voilà, et en fait, on recevait là, la lettre et l'enfant pouvait un petit peu jouer avec ça et directement travailler depuis chez lui sur un sujet autour de ce truc. Donc, c'était vraiment comment faire en sorte que nos clients qui sont confinés, on va pouvoir continuer à les animer. Ou l'exemple là, du jeune homme qui est en train de courir, coach à domicile, comment il fait pour s'en sortir de manière réactive? Il lance sa chaîne YouTube et il explose les compteurs en termes d'abonnés. Donc, le sujet du webinaire, ou en tout cas de la conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment comment gagner en agilité. C'est aussi se dire, je saisis la chance qui peut m'être offerte sur mon marché pour changer peut-être radicalement et proposer à ma direction de changer radicalement de façon de gérer l'innovation. Pardon, je te laisse terminer, excuse-moi. Je voulais donner les autres exemples. Oui, je te laisse effectivement. Alors, je disais, après, il y a d'autres exemples, par exemple, au niveau d'un changement de modèle d'affaires. On voit, par exemple, Google Meet. Je pense que les gens connaissent, c'était ce qui était Hangout avant, qui est un système de visioconférence géré par Google, effectivement, qui était quelque chose de payant, qui était intégré dans les packages business de Google et qui, durant cette crise du Covid, a changé son business model en le mettant à disposition gratuitement de tout le monde pour concurrencer Zoom. Et il faut savoir que 2 jours après le lancement de Google Meet gratuit, ils ont atteint près de 100 millions d'utilisateurs jour, et ce qui est venu concurrencer Zoom, qui avait 200 millions d'utilisateurs jour à ce moment-là. Donc, on voit qu'un changement de modèle d'affaires, de business d'affaires, est aussi quelque chose de business model, pardon, est aussi quelque chose qui est faisable. Et on voit l'exemple d'à côté, c'est par exemple une société qui est spécialisée dans la formation sur l'intelligence artificielle, qui utilise beaucoup des choses ludiques et qui avait l'habitude de faire des formations en présentiel et qui a profité du confinement pour digitaliser les jeux qu'ils avaient eu l'habitude d'utiliser en présentiel pour les faire en version numérique. Donc voilà, de temps en temps, on n'a pas révolutionné sa façon de fonctionner. On voit que chaque société ou chaque acteur est resté un petit peu dans son domaine d'activité, mais a innové au travers de nouveaux produits, de nouveaux modèles d'affaires autour de solutions effectivement adaptables à la crise. Effectivement, oui, ça a peut-être aussi acté, je vois sur Pihi with Joe, le coach à domicile qui du coup a connu une croissance exponentielle par, je dirais, un simple, entre guillemets, outil comme Instagram. C'est la preuve qu'en pivotant un petit peu son offre, en innovant sur sa manière de proposer sa proposition de valeur, tout simplement, on peut un petit peu exploser les compteurs. Ce n'a pas été le cas forcément pour toutes les entreprises, mais quand on sait pivoter au bon moment, c'est ce qu'il faut retenir, ou s'adapter, faire preuve d'agilité dans sa stratégie d'entreprise, on peut en tirer, on peut récolter des fruits, tout simplement. Je continue à vous inviter à nous indiquer la taille de votre entreprise. Ça nous permet de justement voir, on a du 100 à 200, du 50 à 100. Ça peut être très intéressant, même si vous êtes auto-entrepreneur, start-upper, pas de complexe, hein, c'est pas la taille qui compte, comme on dit. N'hésitez pas à l'indiquer, ça nous permet justement de faire, d'adapter aussi le discours. Donc, on sait que l'innovation est indispensable pour transformer son business. L'agilité, tout autant. Alors, n'hésitez pas justement à discuter avec nous, comme on a pu discuter sur les réseaux sociaux au préalable. Si on passe à la suite, à la deuxième partie, recontinuons le ballet, justement. C'est Bastien ou c'est Baptiste qui prend la danse. Alors, juste une aparté avant de passer à cette deuxième partie, un exemple qui me parle beaucoup, Burger King, qui au début de la période de confinement, je ne sais pas si vous avez vu ces publicités qui montraient les ingrédients pour faire son propre burger à la maison, comme un Whopper ou comme les burgers de Burger King, et qui s'est dit que peut-être ce n'était pas assez opportun de créer ces publicités-là, et qui s'est mis à faire des publicités d'affichage contextualisées devant leur restaurant en disant si vous voyez cette publicité, vous risquez 135 € d'amende. Et j'ai trouvé, même si ce n'est pas du tout de l'innovation, c'est juste du marketing, mais j'ai trouvé que ce changement de façon de proposer son service ou de gagner en agilité en tout cas et de tirer à soi le contexte actuel était vachement bien par rapport à d'autres acteurs du fast-food qui n'ont pas du tout été agiles ou qui n'ont pas changé leur façon de faire leur publicité. Je trouvais que c'était un exemple très réussi de campagne contextualisée et de saisie au bon moment des bons messages.
Tout à fait. Il fallait choisir quelques exemples, donc on n'en a pas mis trop, mais effectivement, il y a énormément d'exemples qui existent. On sait aussi, il y a Leroy Merlin, par exemple, qui a complètement switché durant le confinement et qui ne faisait plus qu'une activité de conseil auprès des bricoleurs pour les aider. Et donc, ils ont mis en place tout un SAV du bricoleur et ça a extrêmement bien fonctionné. Et ça leur a permis, effectivement, de continuer à garder un lien avec leurs clients. Donc, effectivement, de temps en temps, l'objectif était de maintenir une activité, mais de temps en temps aussi, c'était plutôt de maintenir un lien avec ses clients pour pouvoir redémarrer l'activité une fois le confinement terminé, quoi. Donc ces mutations étaient nécessaires hein. Dans le business model Canvas que toutes et tous vous connaissez, il y a eu des basculements sur chacune des cases, ou ne serait-ce qu'une des cases, là, comme vient de le stipuler Bastien hein, sur la relation client, comme le proposait Baptiste sur les canaux de distribution, ou tout du moins de communication. Alors, réussir la mise sur le marché de vos innovations malgré la crise. Je crois que juste après, il y a la slide qui pique les yeux. Ah la voilà, ah la voilà. Alors effectivement, c'est une slide, elle pique les yeux, non pas par la couleur Je me moque. vert, jaune, rouge, mais aussi parce que l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il il faut une stratégie d'innovation, ça se réfléchit, c'est quelque chose qui ne s'impose pas à ses collaborateurs, c'est quelque chose qui se prépare, il y a une vraie stratégie entre l'ambition d'innover ou le yaka faucon et le OK concrètement comment on va s'y mettre. Nous, on voit souvent qu'il y a pas mal d'entreprises qui se disent allez hop, on va faire de l'innovation agile, on va faire du lean management, on va faire un stage de design thinking et tout va aller, ou on va faire un stage de gros hacking et tout va aller. Non, c'est un mélange qui doit être fait et une alchimie qui doit être faite entre les différentes méthodes, mais qui doivent être mises au regard de comment vous, dans votre entreprise, vous allez pouvoir vous l'accaparer en tant que collaborateur ou en tant que service. Il y a typiquement des méthodes ou des façons d'innover qui ne sont pas du tout adaptées de telle ou telle étape d'entreprise. Et souvent, les entreprises se disent « OK, comment on innove ?» Et donc, alors que en fait, le framework innovation, nous, on propose, et je pense que Buti aussi le fait, c'est qu'il faut d'abord se poser sur le pourquoi on souhaite innover, quel est l'objectif de sa stratégie d'innovation. On veut faire du profit, on veut aller chercher un nouveau marché, on veut aller chahuter certains concurrents. Quelle stratégie d'innovation on veut mettre en place? Simplement de l'incrémental, on va améliorer nos produits, ou de manière radicale, on va aller changer les règles du jeu de notre marché. Et puis, sur quoi on veut innover? Est-ce qu'on veut simplement être dans la technologie, donc le fameux technology driver, on fait de la R&D pure, ou alors le need seeker, type acteur, on le verra par la suite, américains, qui vont plutôt regarder les pain points, où les startups sont aussi vachement là-dedans, ils regardent des points de douleur et ils vont travailler là-dessus pour y répondre et aller, le fameux, pour le coup, buzzword, aller disrupter un marché. Et ensuite, on s'intéressera au quoi. Sur quoi on innove. L'innovation, ce n'est pas que sur son produit ou son service, c'est aussi sur sa façon de manager ses équipes, sur sa façon de produire l'innovation, de s'organiser, d'interagir dans un service, d'interagir les uns les autres avec son écosystème, d'aller chercher de nouveaux partenaires. Ce n'est pas que sur les produits et les services. Et enfin, le comment. C'est OK, je sais pourquoi je veux innover, je sais sur quoi je veux innover, mais comment je vais le faire. Et ça, effectivement, ça pique un peu les yeux, mais c'est très, très moins scientifiquement prouvé, puisque cette méthodologie et ce framework est issu d'une vingtaine d'années de recherche dans les principaux universités américaines très, très connues et qui font du management de l'innovation, et en fait, qui ont dit qu'il y avait 66 capacités d'innovation, 5 styles de leadership et 4 étapes de processus d'innovation. Et donc, comment on va faire finalement entre le pourquoi, le quoi, et aligner le comment, et ensuite dans le comment, avec qui, où et quand, comment on va faire pour aligner tous ces facteurs et faire du management de l'innovation efficace. Voilà, comment on va pouvoir s'aligner. Donc, on le verra peut-être dans un autre webinaire ou lors d'un autre atelier. Nous prodigue des diagnostics innovation qui vont pouvoir, de façon très facile finalement, avec des questions très précises, une méthodologie très précise et avérée mondialement, poser les bonnes questions aux bonnes personnes et aux bons services, et derrière sortir un diagnostic, ce sur quoi il va falloir travailler, ou au contraire ce sur quoi il va falloir capitaliser, qui n'avait pas été vu encore. On va le voir par la suite. Alors, je t'en prie Baptiste, je te laisse finir. Non, mais c'était pour passer la parole à Bastien sur la Justement, vision.
La petite question, effectivement, c'est que, alors, si on peut revenir sur juste en fait, ça me fait une transition tout simplement. C'est que là, sur un groupe comme GAC Group, vous avez entre quasiment 200 salariés. Sur une structure à 5 salariés, comment on prend l'innovation? Et je vais reprendre juste comment dire, une question de Christophe. Donc, CR, une personne. Tout à fait d'accord, pas toujours évident à mettre en place. Si on parle sur la stratégie d'innovation, Christophe, vous ne nous avez pas indiqué la taille de votre entreprise. Si, je pense que c'est une personne. Ouais. Non, mais C'est effectivement, Pardon, la autant question est pour moi, peut-être évidemment. est-ce qu'on peut innover en fait quand on est une personne seule. Je pense que déjà on peut complètement innover quand on est seul. C'est une histoire d'état d'esprit. On peut même innover dans sa carrière, hein, en prenant des risques dans sa carrière. Mais effectivement, c'est pas toujours facile. Et le mieux, c'est d'être dans un écosystème et d'être entouré. On le dira jamais assez, mais il y a des lieux comme ici ou comme un peu partout tous les tiers lieux, etc. en France. Ça aide déjà de ne pas être seul quand on essaye de faire des choses nouvelles. Moi, je voudrais juste rebondir sur le framework effectivement d'innovation. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais c'est quelque chose qui est différent effectivement de la méthodologie entre guillemets et des pratiques que nous on a. Tout simplement parce qu'on va le voir sur le slide d'après, mais nous, Guti, en fait, on intervient quand les gens se sont déjà posé toutes ces questions et quand ils sont décidés à vouloir innover. Et là, à ce moment-là, ils viennent nous voir pour effectivement qu'on mette en place les méthodologies, les tâches et qu'on leur amène la rigueur qui va leur permettre de pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire quand on veut innover. Et effectivement, en général, ils se sont déjà posé la question avant du pourquoi, du comment, du qui, du quoi, etc. Et donc, effectivement, nous, on a, à la différence de ça, donc on a un poster qui représente un petit peu la to-do list de tout ce que nous, on dit qu'il y a à faire dans l'innovation, qui est téléchargeable d'ailleurs sur notre LinkedIn. Hein. Je vous invite à aller sur le LinkedIn de Guti pour effectivement retrouver cette to-do list en bonne définition. Et effectivement, je ne vais pas la passer en détail, mais en fait, on voit qu'il y a quand même des étapes un petit peu à faire et effectivement qui s'appuie sur la culture startup et sur les pratiques startup. Et effectivement, dans cette culture startup, tout simplement, on se lève le matin et comment on va apporter de la valeur ajoutée à sa startup qui est souvent très tournée innovation, qui est souvent une structure monoproduit. Donc en plus, on travaille que sur une innovation. Et effectivement, tout simplement en abattant les tâches les unes après les autres, en essayant de faire de notre mieux possible. En plus, en général, on est dans des petites structures, donc on n'est pas expert de tout. On n'a pas la capacité des grands groupes d'avoir des ressources sur chacun des sujets pour pouvoir effectivement faire au mieux chacun des points. Donc, du coup, on essaie de faire de son mieux et on apprend en faisant. Et d'ailleurs, il y a un dicton célèbre qui est que quand on crée sa startup, c'est un petit peu comme si on se jetait d'une falaise et qu'on construisait son avion en tombant. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très vrai. On apprend à faire des choses et on apprend à être humble et à savoir qu'on ne sait pas tout faire, mais que l'objectif, c'est de faire de son mieux. Voilà, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, pour celles et ceux qui aiment le cinéma français. Mais dites-moi, mais c'est une to-do list d'une start-up. En fait, il y a quasiment toutes les cases à cocher pour lancer sa boîte. S'il y a des start-up dans le public, n'hésitez pas, ou des petites structures, ça peut être très intéressant d'avoir votre retour. Donc, on peut l'avoir sur le LinkedIn de Guti. De Guti et sachez qu'en fait, c'est pas tant des choses à faire que dans les startups parce qu'on voit par exemple, j'en sais rien, si je prends la stratégie, définir la stratégie de distribution de vente de son innovation, c'est quelque chose qui s'anticipe et bien évidemment, définir la stratégie de marketing ou de gros hacking de son produit, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. La stratégie e-commerce d'acquisition, enfin, en soi, c'est juste que souvent l'innovation elle est morcelée en fait dans la société. Ça concerne le service innovation ou R&D, alors qu'en fait, on voit aujourd'hui que si on a envie que l'innovation, elle aboutisse et elle soit elle ait de la valeur dans la société, une vraie valeur ajoutée, qu'elle soit en levier de croissance, il faut que ce soit transverse. Il faut que le marketing s'empare aussi de l'innovation, il faut que les ventes s'en emparent aussi, il faut que les RH, que l'ensemble de l'entreprise, qu'on casse les silos pour mettre tout le monde aligné autour de l'innovation. On le disait déjà sur le digital, en fait, il y a 10 ans, la transformation digitale, c'était casser les silos pour que tout le monde soit autour du digital. Et l'innovation, c'est encore plus vrai. Alors du coup, on a vu deux méthodes pour appliquer l'innovation, réussir la mise sur le marché de votre innovation, tout simplement. La méthode qui est très, on va dire, pas cloisonnée, mais dans le bon sens du terme, très organisée. C'est vrai que c'est important pour une structure quand même d'importance, donc 100, 200, même 50 à 100. Et la structure peut-être, on va dire, un petit peu plus agile. Est-ce qu'on pourrait dire de l'une ou l'autre des méthodes qu'elle est plus agile? Je dirais peut-être la deuxième. Et l'autre, la première, est plus sur l'innovation. Baptiste, le duel des titans, le débat. Non, mais je pense que je vais te laisser rebondir, Baptiste, mais je pense qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité. Parce qu'effectivement, je connais suffisamment les grands groupes pour savoir qu'effectivement, il y a besoin de prendre du recul un petit peu pour les accompagner à innover. Et on ne peut pas directement aller
direct, brut, en disant bon, bah, OK, vous avez un projet innovant, voilà tout ce qu'il faut faire pour le projet. Là, on est plus à l'échelle de l'innovation, alors que je pense que Baptiste est plus à l'échelle de l'organisation. Tu Oui, confirmes ou c'est ça. pas? Tout à fait. Et, au-delà de ça, par exemple, ce que je vous disais en off la dernière fois, un exemple très concret, c'est que parfois, sur des sociétés, j'ai entendu là, de 100, 200 salariés ou autres, et dans le style de leadership, peut-être qu'il ne faut pas se prendre la tête et être dans la méthodologie Pac-Man, c'est-à-dire d'aller chercher des startups ou des boîtes ou des freelances, les incuber ou les racheter directement au lieu de se faire de la R&D en interne, ça va peut-être des fois plus vite d'aller chercher à acquérir de la nouvelle matière grise, ou au contraire que la méthodologie peut être celle du chaudron, c'est-à-dire faire en sorte de bouillonner en interne et de proposer à ses équipes de faire de la R&D en interne et de force de proposition. Par exemple, chez GAC Group, notre direction a été extrêmement à force de proposition là-dessus, puisqu'elle a laissé et créé des ateliers entre services avec des gens qui travaillaient dans des services complètement différents pour réfléchir sur des sujets et proposer des produits, des MVP, des minimum valuable products à la direction en disant voilà, nous on a une idée, on voudrait lancer ça comme projet, go no go. Et en tout cas, ça a permis de fédérer les équipes et des services complètement différents. Donc, je pense que les deux sujets sont complémentaires et je rajouterais juste là-dessus que cette to-do list, en fait, finalement, ça s'apparente aussi au management de l'innovation. Et c'est ce sur quoi on se positionne nous, depuis une vingtaine d'années, c'est que si vous allez chercher le numéro 8, si vous n'avez pas la base du financement, un petit peu de cash en interne et aussi vous n'utilisez pas les systèmes, les subventions ou crédits impôt recherche ou autres typologies de financement, je pense aux startups pour les levées de fonds, vous ne pourrez pas faire, vous aurez beau appliquer telle ou telle méthodologie, ça ne marchera pas. Donc, il faut aligner toutes les planètes, là, les 8 cases pour que ça marche finalement. C'est là où c'est complémentaire les deux. Tout à fait. Et je dirais en plus, pour faciliter en plus tout ça, c'est pas parce qu'on a mis 8 cases avec des ordres qu'il faut les faire dans l'ordre. Une start-up ou un projet innovant doit faire les 8 cases en même temps, quoi, pour simplifier l'innovation. Et c'est pour ça que c'est dur l'innovation et c'est pour ça que tout le monde ne réussit pas et que ceux qui réussissent peuvent avoir une hypercroissance et peuvent avoir un retour sur investissement important. C'est parce qu'ils ont su faire les 8 cases en même temps, quoi. Donc polyvalence, adaptabilité et finalement, on y revient toujours, agilité dans la démarche. Qu'est-ce qui est au programme de la troisième partie? Je crois il y a quelques exemples. Passer de l'idée au MVP, voilà la belle preuve de l'agilité. Le skateboard à transformer en voiture. Tout à fait. En fait, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment présenter et sur lequel on voulait appuyer un petit peu parce que c'est une philosophie effectivement qui est très startup, hein, qui est issue du Lean Startup, donc qui est la méthodologie reine dans le monde des startups. Et effectivement, c'est de dire très souvent quand on innove, on a envie de vouloir faire le produit parfait, voilà, comme on voit sur l'image d'en haut. C'est-à-dire que les gens ont besoin de se déplacer, ils ont besoin par exemple d'une voiture électrique. Et ben, du coup, on va concevoir la meilleure des voitures électriques directement, quitte à retarder le lancement du produit pendant des années pour arriver au produit parfait. Prendre beaucoup de risques en fait dans le développement de la solution, investir beaucoup d'argent, alors qu'effectivement la culture startup, pour vous la compreniez, c'est que si les gens ont besoin de se déplacer et qu'on veut aller vers le marché de l'électricité, eh ben, on va faire d'abord un skateboard électrique, puis une trottinette électrique, puis un vélo électrique, puis une moto électrique et enfin une voiture électrique, ce qui va permettre d'avoir des produits partiels qu'on va pouvoir commercialiser durant tout le projet et qui va nous permettre de réduire le risque en fait que l'on prend et qui va nous permettre de garder un contact en fait avec notre marché, avec nos clients. Et effectivement, on disait le taux d'échec de l'innovation s'élève à 80%. Il faut le savoir, c'est normal quand on prend des risques qu'on ne réussisse pas toujours. Et effectivement, c'est en faisant ce type de méthodologie, en ayant cette philosophie de produit minimum viable, de comment faire un produit qu'on va pouvoir vendre le plus rapidement, etc., qu'on arrive à dérisquer un petit peu son initiative. Mais s'il y a 8 chances sur 10 d'échouer, pourquoi innover? Baptiste, pourquoi innover? Comme le montre le graphique, en fait, c'est que votre réalité en tant qu'entrepreneur, en tant que collaborateur d'une entreprise, c'est de ne pas disparaître, c'est de ne pas avoir à mettre les clés sous la porte en tant qu'entreprise ou de vous faire licencier ou de vous faire mettre au placard par votre direction parce que vous ne performez pas. Et donc, l'innovation, encore une fois, ce n'est pas que produit ou service, ce n'est pas que l'entreprise. L'innovation doit aussi être quelque chose qui doit être vécu de manière personnelle en tant que collaborateur et ne pas innover, que ce soit une entreprise ou que ce soit un collaborateur dans sa façon de travailler, c'est finalement foncer dans le mur et aller droit à l'échec parce que
vous le voyez, les consommateurs souhaitent quand même acheter de l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas que l'innovation gadget, c'est aussi l'innovation qui, dans le sens responsable, doit être mise au profit du bien commun. Et donc, si l'entreprise ne se met pas en ordre de marche pour répondre à la problématique de son marché et aux nouvelles tendances de son marché, alors elle va finalement faire du profit à court terme, ça va être génial. Elle va permettre aux actionnaires de retomber sur leur petit à court terme, mais à long terme, elles vont se voir disruptées. Elles vont se voir Oui. complètement écraser leur marché, je pense. Je provoquais bien entendu, mais c'est vrai que si 8 fois sur 10 on échoue, on peut se dire que ce n'est pas viable, mais les 2 fois sur 10 où on réussit, c'est ce qui va transcender justement une entreprise, la faire passer dans une autre dimension, que ce soit innover dans son canal d'acquisition pour PE with Joe, sur sa proposition de valeur avec Google Meet, on passe de Hangout à Google Meet, sur la politique tarifaire aussi. Enfin voilà, je pense que l'idée… Ah, on a récupéré Jojo Song, super, très content de vous avoir. Et on a Christophe Roseau qui dit: il ne faut pas oublier le client final, même versatile, effectivement, et choisir la bonne innovation rapidement. On va en parler juste après en fait, du client final. Merci pour la transition. Suivante. Donc en fait, c'est une belle transition. Moi, je voudrais rajouter juste 2 points sur ce slide. C'est qu'effectivement, même si on échoue, en fait, on apprend toujours des choses. Et ça, c'est quelque chose. C'est une culture très américaine. En fait, ils ont le droit d'échouer aux États-Unis. On a peu le droit d'échouer en France. Mais en fait, il faut échouer pour savoir en fait qu'est-ce que les clients veulent ou ne veulent pas. Et donc en fait, d'apprendre ce que les clients ne veulent pas sur votre marché, c'est aussi grandir en fait de cette expérience. Et donc effectivement, il ne faut pas hésiter aussi à échouer pour pouvoir évoluer. Et effectivement, dans une startup, pour vous dire, si on fait la corrélation avec ce que tu disais, Baptiste, une startup, pour vous dire, en général, elle a 1 ou 2 ans pour développer son produit minimum viable et pour avoir une traction sur son produit minimum viable et pour lever des fonds et pour pouvoir, avec ces fonds, aller consolider son produit minimum viable et le transformer en vrai produit et pour pouvoir le commercialiser à l'international. Donc, pour vous dire, dans une startup, c'est même vital, vu que c'est la philosophie d'une startup, c'est j'ai 2 ans, 3 ans pour pouvoir développer un MVP qui tient le choc, qui a une traction et qui va me permettre d'aller justifier auprès d'investisseurs qu'ils investissent dans ma société. Et donc, ça, c'est vraiment la philosophie startup. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, vous n'êtes pas tous des startups, heureusement, parce que les startups, elles échouent 9 cas sur 10, c'est même pas 8 sur 10, c'est 9 sur 10. Mais effectivement, ces startups, certaines viennent concurrencer vos marchés et donc vous devez savoir comment elles fonctionnent. Ce sont des sociétés qui cherchent effectivement à faire des rollers et des skates et des trottinettes de façon à pouvoir lever des fonds et aller conquérir le monde. Donc c'est important aussi de ne pas oublier ça. En fait, c'est-à-dire que la petite voiture sur la méthode cascade, un peu cycle en V, développement, itératif versus rupture. C'est une Twingo. Et en bas, le bout de la chaîne, c'est une Ferrari. Ou une Tesla plutôt. Ou une Tesla. Mais en gros, voilà, c'est ce qu'il faut retenir un petit peu là-dedans. On va parler donc du client juste après en transition. Eh bien, écoutez, on est justement dedans. Merci Christophe Roseau pour la transition. Vous êtes embauché. Merci en tant que co-animateur. Ce sera vous, mon co-animateur ce soir. Ah ben, vous avez tout à fait raison, Christophe. C'est principalement son client qu'il faut observer et avec qui il faut parler et qu'il faut garder plus qu'aller chasser du prospect pour asseoir ses bases. Et c'est l'observation du client va permettre un peu de se remettre en question, va permettre de comprendre ce qu'il faut améliorer, ce sur quoi ça ne sert à rien finalement de lancer une innovation. Si un prototype qu'on est en train de monter ne plaît pas ou ne correspond pas à l'usage qu'en feraient nos clients, à ce moment-là, ça ne sert à rien de continuer à faire de la R&D dessus. Et on le voit là sur ce qui est marqué. Tout à l'heure, je vous parlais de technology driver, need seeker et toutes ces typologies de sociétés. En France, on est très, très axé sur la R&D scientifique. On a une fiscalité qui est faite pour ça, le crédit impôt recherche notamment. Néanmoins, on voit que les Américains, alors même s'il y a du bon et du mauvais dans ce qu'ils proposent, mais regardez, là on est sur Zoom, qui est une société américaine, donc il y a plein de boîtes en fait, plein de services comme Facebook et toutes nos WhatsApp, etc. C'est quand même des services américains qui sont basés de Uber, on peut en citer des centaines d'autres. Ce sont des gens qui ont compris très vite un point de douleur et qui y répondent de manière la plus rapide possible, même si au début le produit n'est pas parfait. C'est plutôt un prototype. Ils vont itérer avec les premiers clients et ils vont essayer d'améliorer au fur et à mesure le projet. Rappelez-vous Facebook en 2007, quand ils sont arrivés, le produit était vraiment totalement différent de ce qu'ils font maintenant.
Et donc, c'est ça aussi, c'est gagner en agilité en osant aller à l'échec. Si c'est nul, ben, on passe sur autre chose, mais au moins, on produit de l'innovation. Donc, au lieu de passer un an à faire un projet, on pourrait passer un an à faire 10 projets. Et sur les 10, il y en a peut-être un ou deux qui vont cartonner et qui vont vraiment nous différencier. Donc, c'est ça aussi où c'est très important. Et là, dans les images que vous voyez, l'innovation aussi, c'est l'usage, aller dans la rue, aller regarder, aller parler aux clients, faire des tournées de clients, parler. Moi, je le vois quand je vais en avant-vente auprès de directeurs financiers ou directeurs d'innovation. Hyper important de s'enrichir de leurs problématiques, de comment ils vont garder leur job, comment ils se voient dans 10 ans, comment ils parlent de l'innovation à leur comité de direction, comment ils sont obligés de convaincre un certain nombre de collaborateurs de l'usage de l'innovation. Donc, c'est aussi très, très important voilà, d'observer, d'écouter ses clients et d'adapter en fonction ses produits et de savoir se remettre en question. Avant de prendre l'avis de Bastien, je rebondis sur la tête qu'avait Facebook à son démarrage. Il y a le Museum of Internet Web Design qui classifie en fait toutes les interfaces web de tous les plus grands succès, Facebook, MySpace. Allez voir, c'est une pépite, ça vaut vraiment le coup. Une plongée dans les années 90. Bastien, le client, c'est le plus important. Ah mais bien sûr, du coup, on peut dire le gros mot qui est derrière ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'expérience client, la CX, la Customer Experience. Il faut savoir… Oh l'anglicisme. Oh Ah, mais bien sûr, l'anglicisme. à une époque, en fait, on faisait l'apologie de la user experience, c'est-à-dire comment l'utilisateur utilise vos solutions et qu'est-ce qu'il en retire et quelle satisfaction il a à l'usage des solutions que vous lui proposez. Aujourd'hui, on a franchi le cap et on parle de customer experience, c'est-à-dire on intègre l'expérience d'achat en fait dans le cycle client et on ne juge pas juste comment il utilise un produit, mais quelle est sa relation avec sa marque, comment il arrive à trouver votre produit, comment il l'achète, comment derrière le support se passe, etc. Toute l'expérience globale en fait aujourd'hui est jugée et quand il y a des champions comme Amazon qui font un travail d'exception, eh ben, tout le monde les récompense en étant fidèle à Amazon et aujourd'hui c'est d'où le succès d'Apple ou d'Amazon, c'est parce qu'ils sont les rois de la customer experience. Il faut savoir que même par exemple Jeff Bezos a mis l'expérience client au centre de toute la stratégie d'Amazon. Et effectivement, aujourd'hui, que ce soit sur vos produits actuels ou sur les produits que vous êtes en cours de développement ou alors sur les futurs produits que vous allez faire, il faut effectivement vraiment se poser la question qu'on a mis ici, vos cibles, de quoi elles ont besoin en cette période de crise. Qu'est-ce qui est différent d'avant la période de crise? Est-ce qu'effectivement, il y a des nouvelles habitudes qui maintenant ont émergé depuis cette crise? Je pense que pour être sincère, moi, j'ai jamais utilisé Zoom avant le Covid. J'utilisais Meet, j'utilisais plein de solutions divers et variées, Microsoft Teams, etc. Mais Zoom, pas vraiment. Donc, on voit que ça, c'est des usages, des choses qui sont rentrées dans notre quotidien. Il y a d'autres choses qui ont pu évoluer depuis. Et donc, il va falloir aller réécouter, peut-être interviewer, prendre plus de temps pour aller discuter avec ses clients pour comprendre ce qui a changé dans cette situation. J'aimerais bien savoir parmi l'audience qui utilisait Zoom avant le Covid. Juste pour savoir. J'ai une petite question à vous poser parce que j'entends beaucoup en satisfaction client de Amazon, Facebook, Zoom, des solutions américaines. Il y a TikTok qui a explosé pendant le Covid, LinkedIn aussi également. Sur la fintech, le mobile payment, le continent africain est leader mondial. Est-ce que la France, on n'est pas un pays pauvre de l'innovation? Il n'y a pas eu d'innovation française. Alors, si on a des innovations qui sont réputées mondialement, par exemple Blablacar, il faut savoir que dans le monde entier, les gens pensent que Blablacar vient de leur pays. Aller en Espagne et demander Blablacar s'ils connaissent, tous ils diront ouais, c'est une super start-up espagnole. Blablacar. Blablacar, Blablacaro. Donc du coup, Blablacoaché. Non, ça marche pas. Donc du coup, effectivement, on a des innovations comme ça. Mais celui-là, il s'est détaché. Ah, alors qui est-ce qui s'est détaché, monsieur, madame Peltre? Et non, je ne connaissais pas Zoom avant. D'accord, merci. Alors, on a un micro qui est allumé. Si on peut juste vous demander de le couper, je crois qu'il est coupé. Merci beaucoup. Oui, il y a Blablacar, mais Blablacar… Donc je disais, on a quelques innovations majeures en France, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la France, on est les champions pour prendre le train en cours de route, quoi. C'est-à-dire que l'innovation en mode start-up, entre guillemets, l'innovation technologique dans le digital, ça existe depuis les années 50. La France n'a jamais voulu faire la compète avec les Américains pour produire des puces, alors qu'on sait que le marché d'Intel aujourd'hui, dans chaque device, il y a une puce, et pourtant, on l'a laissé de côté.
français. On n'a pas dit on va faire la course aux puces. Derrière, il y a eu les PC personnels. On sait que les Japonais, à une époque, avec Compaq, avaient des choses comme ça. Ils ont voulu faire la compète. Nous, on a eu le Minitel pendant une très courte période, mais on n'a pas essayé de chercher à faire la compète dans le monde des PC personnels. Aujourd'hui, on voit, il y a les iPhones, etc. On n'a aucune marque de smartphone français. Et effectivement, par contre, dans les applicatifs, comme le monde du service, le monde des services applicatifs vient grignoter les parts de marché d'acteurs établis, là, les gens se réveillent et disent ah bah maintenant qu'une startup peut venir m'attaquer, j'ai envie de réagir. Mais sauf qu'en fait, cette culture de l'innovation et tout ce qu'on explique, etc., ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Donc, bon pour les inventions, mauvais pour l'innovation, les Français. Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je dirais pas tout à fait ça, Non. parce que je travaille pour un cabinet de conseil en innovation, donc ça voudrait dire que J'aime provoquer. mauvais boulot. Au contraire, je pense que c'est juste effectivement, comme Bastien le disait, une culture qui est complètement différente et on a la chance, même si il ne faut pas qu'on parle politique ce soir, mais d'avoir un gouvernement depuis un certain nombre d'années qui pousse justement à aller chercher l'innovation de rupture, à aller se remettre en question sur nos marchés, sur nos croyances. Là, on le voit avec quelques exemples de startups type Alan, qui sont quand même des boîtes franco-françaises qui sont allées chahuter l'ensemble des acteurs du marché de la mutuelle en proposant quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif, avec des tarifs beaucoup plus avantageux et qui vont venir chahuter vraiment ces marchés-là. Et par contre, dans les grands groupes, on le voit aussi chez certains de nos clients qui commencent à s'intéresser fortement, on le verra par la suite, aux méthodes agiles, aux méthodes design thinking ou à l'innovation frugale et qui se mettent, ou alors au gros hacking, qu'on verra aussi, qui se mettent à s'inspirer de ces sujets-là pour aller chercher de la R&D un peu différente. Et enfin, je rajouterais qu'on est quand même en France une des terres d'accueil mondiales de l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de centres de R&D qui viennent se mettre en France. Et les Google et tous ceux qu'on vient de citer, ils ont des centres de R&D ici parce que fiscalement, on est hyper intéressant et parce que quand même, on a aussi des cerveaux et une population qui permet de faire de la R&D beaucoup plus rapidement. Donc, je pense qu'il y a à s'accaparer dans n'importe quel pays. Effectivement, l'innovation est vue de manière différente. On a bien sûr des axes d'amélioration très forts à prévoir en France parce qu'on est totalement axé sur la technologie. On court à la technologie et à essayer de faire de la disruption de marché. C'est de la R&D très longue et de la fiscalité, encore une fois, je le dis, est aussi faite pour ça. Par contre, on a de plus en plus de mouvements on comprend enfin qu'il faut s'inspirer des Américains et qu'il faut surtout, là on le voit avec le Covid et le confinement, etc., réimporter cette R&D et être fier de produire en France l'innovation. Et je pense qu'il y a des très beaux exemples, que ce soit Alan ou le Lunch Air qui a changé de nom il y a peu de temps. Mais il y a des boîtes, voilà, que ce soit en termes marketing ou aller chercher un pain point et y répondre, une douleur marché et y répondre, ou que ce soit de la vraie R&D, on a de quoi être aussi extrêmement fiers en France. Ouais. Pour notre jeune public, pourquoi on retrouve Fortnite en bas à droite, Bastien? Bah oui, parce qu'en fait, là, on a voulu vous montrer plein de façons effectivement de transformer son business et de l'adapter un petit peu aux tendances avec effectivement l'uberisation, l'innovation de rupture, avec la philosophie de création de monopole. Hein. On l'oublie assez souvent, mais pardon, les Américains, quand ils créent une start-up, quand ils innovent dans un sujet, c'est pour devenir directement le leader mondial. On n'a pas cette ambition. Souvent en France, on manque peut-être un peu parfois d'ambition et peut-être là où ça pêche, c'est plus sur la partie business en fait de l'innovation en fait que sur la partie R&D. La R&D fondamentale, il faut savoir que le dieu de l'intelligence artificielle mondiale, Yann Lequin, il est français et c'est le responsable de l'IA chez Facebook. Il faut savoir qu'à la tête de beaucoup de services d'innovation aux États-Unis, dans la Silicon Valley, c'est plein de Français. On est la deuxième communauté après les Indiens dans la Silicon Valley. Donc on n'a rien à envier en fait aux Américains, mais effectivement, il faut juste avoir conscience de la situation. Et du coup, Fortnite, donc chose que nous on a Ubisoft en France, mais qui n'a pas osé encore franchir le cap, c'est le premier jeu vidéo qui a utilisé les modèles startup et l'innovation de rupture, et qui a été le premier jeu vidéo à être gratuit. Et pourtant, qui a battu les records de rentabilité dans l'histoire du monde, vu qu'il a généré plus de 3 milliards de chiffre d'affaires durant un seul été, alors que le jeu à la base est gratuit. Et donc, c'est contre-intuitif de faire un jeu gratuit et qu'on vende des skins, des personnages dans le jeu, et qu'au final, les jeunes dépensent plus d'argent à acheter des personnages dans le jeu qu'ils n'auraient dépensé d'argent pour acheter le jeu. Et vu que le jeu est gratuit, il y a une base d'utilisateurs qui est beaucoup plus importante que sur un jeu traditionnel. Donc ça, c'est des modèles effectivement très nouveaux, des nouveaux business models. On voit que SpaceX, avec sa fusée qui se repose,
ça fait quand même Tintin l'avait inventé, quoi. Enfin, Hergé avait inventé avec Tintin la fusée qui se repose. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit un Belge qui invente la fusée qui se repose? Il a fallu attendre que ce soit Elon Musk aux États-Unis qui fasse cette fusée-là. Alors que je pense que technologiquement, on était capable de la faire déjà depuis près de 20-30 ans. Mais c'est une prise de risque aussi. Steve Jobs le disait d'ailleurs, qu'on a les meilleurs innovateurs au monde, mais qu'on a un peu une aversion au risque en Europe et que c'est ça un peu qui pêche souvent dans les entreprises, quoi. C'est assez rigolo parce que ce lien entre justement l'imaginaire, la culture, hein, qu'on peut aller sur le cinéma qui alimente l'innovation, l'innovation qui alimente le cinéma, c'est pas pour rien que vous avez la Silicon Valley qui est très très proche en fait d'Hollywood. Enfin, particulièrement les studios Disney, voilà, il y a des petits ponts, hein. Si vous dézoomez à l'échelle du monde, Hollywood et la Silicon Valley sont exactement sur le même point. Donc l'art de transformer son business, l'art de s'adapter, c'est aussi le propre de l'innovation. Et évidemment, hein, je provoquais un petit peu comme cette campagne de Launcher pour faire la promotion de sa carte tout simplement. Tout à fait. Donc je suis content Pour de ceux voir qui ne connaissent pas, c'est la carte qui remplace le ticket restaurant. Et donc, effectivement, des sociétés comme Ticket Resto ont essayé, je ne sais plus comment s'appelle la société, Red quelque chose, qui effectivement avait déjà essayé de digitaliser le ticket restaurant, n'avait pas forcément réussi. Et on voit qu'une start-up dédiée à la digitalisation du ticket restaurant et qui ne fait que ça est beaucoup plus efficace en termes de communication et d'innovation pour pouvoir proposer ce type de service. Si vous avez des exemples dans le public que vous voulez nous faire partie ou nous faire part tout simplement dans les commentaires, n'hésitez pas, je relaye toutes questions. Si vous avez des compléments d'information à demander ou des remarques à faire, n'hésitez pas, je suis votre voix. Christophe Roseau, mon co-animateur, va sûrement nous dire de quoi on va parler maintenant, à moins que ce ne soit Baptiste. Et bien sûr, Christophe, bravo pour cette transition. Encore une fois, merci beaucoup. Juste un dernier exemple pour vous montrer aussi qu'en France, on est très fort sur effectivement organiser au niveau de l'innovation. Il y a un micro d'allumé si je crois qu'il était. On fait tous la queue bêtement, plus ou moins, dans les grandes surfaces lorsqu'on va faire nos courses. Il faut savoir que c'est un sujet, ça fait 30 ans que c'est comme ça, où il y a vraiment ce point de douleur où on passe ces 10 minutes, ce quart d'heure. Alors, ils ont inventé les caisses automatiques, mais là, ce qui va arriver dans les années à venir, c'est le système à la Amazon où en fait, on rentre et on sort sans rien payer et on est débité sur son compte. Et Amazon va venir nous chahuter nos retailers français parce qu'on a été habitué à garder, voir ce point de douleur, ne pas y répondre parce que il faut faire de la rentabilité à court terme. Et donc, c'est aussi hyper important de s'inspirer de ces… Encore une fois, comme Christophe, je crois, le disait, de parler à ses clients, de voir ce qui ne va pas et ce sur quoi il va falloir appuyer, même si ça va nous gratter, même si ça va déranger nos acquis, en termes notamment de chiffre d'affaires. Il va falloir s'y attarder parce que dans les années à venir, c'est ce qui va venir casser notre marché. Donc, c'est hyper important aussi de se poser vraiment sur les points de douleur de nos clients, comme le fait Amazon en repérant la faille qui est la queue en grande surface. Chercher les problèmes, développer des solutions. C'est la clé de l'innovation, la conduite un peu start-up, quoi. Alors, on va parler croissance de l'innovation. Innovation frugale, le terme est bien choisi. Je crois que c'est en partie ce dont on va parler. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, je vois EcoEnoc justement qui nous donnait, je pense, 7-10. Soit c'est un score de l'Ultimate Tennis Showdown, soit c'est la taille de l'entreprise. Donc, si c'est la taille de l'entreprise, on est pile poil sur le bon interlocuteur. Donc, justement, voilà, comment booster l'innovation, je dirais à moindre frais quand on est une petite structure, hein. Le souci des charges, comme Bastien l'expliquait justement en tout début de conférence. Alors, comment devenir durablement innovant? Oui, là, on voulait avec Bastien vous partager ce graphique et ce message. Encore une fois, nous, GAC Group, on a un cabinet de conseil historiquement spécialisé en financement de l'innovation. Donc, on est encore plus légitime pour parler de ce sujet. On se pose la question pourquoi il y a certaines entreprises, là on le voit les Américains, etc., d'autres petites startups qui sont durablement innovants. Et comment ça se fait qu'au-delà de certains succès ponctuels, ils perdurent dans le temps. En fait, on voit que dans le graphique que vous voyez à gauche, ceux qui dépensent, qui ont de plus gros budgets R&D ou qui vont chercher le maximum de subventions ou de crédits d'impôt recherche ne sont pas forcément celles qui vont performer sur le long terme en termes d'innovation. Ceux qui performent sur le long terme dans leur stratégie d'innovation, ce sont ceux qui savent aligner ce qu'on voyait tout à l'heure sur les 8 points clés de
Beauty et le framework innovation, ce sont ceux qui savent aligner en fait entre l'argent dont on a besoin pour innover, puisqu'on ne va pas se mentir, c'est extrêmement important, les budgets R&D, les fonds propres, et aussi d'aller chercher des financements publics autour d'innovation, et les startups encore plus sur les levées de fonds. Mais il faut aligner tout ça avec la méthode de management, les méthodes de travail de la R&D en interne. C'est extrêmement important d'aligner tout ça. Et donc là, le graphique, c'est simplement pour dire que bien sûr, il faut investir en R&D, il faut aller chercher des financements publics, du crédit d'impôt recherche, etc. Mais ça ne marchera pas, et ça, on le prodigue à nos clients, si l'appétence marché n'est pas là, ou si le service R&D est cloisonné dans un bout de bureau et ne parle pas du tout au service marketing ou ne parle pas du tout à la comptabilité. C'est uniquement en alignant les planètes que la mayonnaise va prendre. Je ne sais pas ce que tu en penses. On remonte effectivement à la slide, une des slides précédentes justement sur comment, enfin vos 2 slides tout simplement sur l'innovation dans un grand groupe, l'innovation en structure petite. Il faut que l'innovation s'ancre dans la stratégie, oui, soit pas une petite cellule dans laquelle on dit bah tiens, allez, vas-y, tu prends un bureau, on te donne de l'argent et c'est parti, tu vas nous inventer quelque chose. Ça, c'est vraiment pas la bonne manière de faire en entreprise. Tout à fait. Et moi, je rajouterais effectivement sur les spenders. Moi, je travaille avec beaucoup de grosses structures, même avec des États et des ONG. Donc, je vois un petit peu ce qui se passe souvent dans les entreprises. On ne donne de l'intérêt qu'à ceux qui ont des budgets. C'est-à-dire que, en fait, c'est parce que vous avez beaucoup de budget que, du coup, vous êtes beaucoup considéré dans l'entreprise. Alors qu'en réalité, peut-être vous avez moins de budget que quelqu'un d'autre, mais votre projet est plus stratégique. Et donc, en fait, il ne faut pas juger que sur le budget. Et effectivement, c'est cette quête au budget qui amène un petit peu, effectivement, à ce résultat et au graphique qu'on voit, que ceux qui ne font que effectivement dépenser des budgets et qui n'ont pas cette philosophie de l'innovation, etc., peuvent se retrouver effectivement dans des situations moins intéressantes que des sociétés beaucoup plus innovantes. Et de la même façon aussi, moi je le vois beaucoup, il y a beaucoup de grands groupes qui, quand un projet ne fonctionne pas, eh ben, du coup ils remettent de l'argent en disant ça ne fonctionnait pas, j'ai mis 1 million d'euros, ça ne fonctionne pas, je vais remettre 1 million d'euros. Non, il y a un moment donné aussi où il faut savoir échouer. Et peut-être les gens ne le savent pas, chez Google, quand des équipes arrêtent un projet, prennent la décision d'arrêter un projet, les équipes ont une prime parce que ça fait gagner de l'argent à l'équipe, ça fait gagner de l'argent à la société. Donc il faut aussi accepter que de temps en temps, on est sur des projets qui n'amèneront pas de retour sur investissement. Et donc le meilleur moyen d'avoir un retour sur investissement, c'est d'arrêter d'investir. Et donc, effectivement, pour prioriser d'autres projets, où là, justement, c'est ce qu'on vous disait, il ne faut surtout pas arrêter l'innovation dans cette situation. Au contraire, il faut accélérer votre innovation, il faut aller encore plus investir, il faut faire encore plus de CIR, mais sur des projets qui vont vous amener un retour sur investissement. Et donc, effectivement, en sachant prioriser et arrêter les projets qui le nécessitent, quoi. Bien innover, c'est savoir s'arrêter, quoi, repartir dans une direction meilleure. Mais c'est difficile. Hein. Moi, je sais que dans ma société, chez Guti, par exemple, on a pivoté plusieurs fois. Donc, on a fait évoluer notre business model. Je peux vous assurer que j'ai eu des membres de mes équipes qui ont pleuré quand je leur ai dit que tout ce qu'on avait fait depuis un an, ça allait s'arrêter. Quand vous finissez tous les soirs, que vous êtes investi dans votre mission et dans votre projet et que vous donnez à 100%, de savoir que par la décision du manager, on arrête ce projet-là parce que on ne voit pas la rentabilité ou on n'a pas la croissance qu'on espère, etc., ça a des impacts humains. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut anticiper, quoi. Très bien. Je vois que le temps passe et passe, comme dirait ce fameux groupe des années 90. On va passer justement sur le gros hacking, une autre approche de l'innovation, peut-être plus sur l'acquisition utilisateur. Et on va s'approcher doucement de la conclusion. On a quand même un petit peu de données, mais c'est vrai que le temps passe. Les échanges sont très intéressants. On vous proposera effectivement le temps d'un apéritif digital après la conférence, d'échanger tous ensemble, parce que c'est aussi ça, qu'on garde un petit peu l'esprit voilà, de partage tout simplement. Mais continuons sur les fondamentaux du gros hacking donc. Oui, donc rapidement, effectivement, parce que le temps passe et que ce sujet mériterait un prochain atelier dédié. Je pense que s'il y a des startups là dans l'auditoire, certains en ont entendu parler et je pense aussi que dans les grands groupes, s'il y a des directeurs marketing, ils en entendent parler. C'est donc une méthodologie dont on ne va pas raconter l'histoire, mais ça fait pareillement une dizaine d'années que ça existe. C'est une méthode qui permet finalement, on verra par la suite via des hacks, et encore une fois, c'est très vulgarisé, en très peu de temps, on va essayer de vous le synthétiser, mais c'est une méthode qui est quand même énormément, encore une fois, stratégique. Il y a des vraies étapes, ce n'est pas simplement des hacks comme on le verra par la suite, mais finalement, ça va permettre de
faire savoir votre savoir-faire beaucoup plus rapidement et à moindre frais. Et donc ça plaît souvent à une direction de dépenser moins et de gagner plus du fait d'être un petit peu agile dans sa méthode de promotion de son innovation. Mais encore une fois, on peut en parler, on peut l'utiliser, mais ça ne marchera que si votre innovation répond à un besoin évident du marché. Si ça ne répond pas à un besoin évident du marché, vous aurez beau payer les agences de gros hacking ou les cabinets de conseil en management de l'innovation les plus chers au monde, vous ne trouverez pas de business et vous ne trouverez pas de conversion vers l'appétence au marché. Une campagne de gros hacking ne va pas combler le trou d'un produit ou d'un service défaillant. En gros, c'est quand même la base du produit, c'est la bonne innovation et après les bonnes manières de le faire savoir rapidement à moindre frais. Voilà, effectivement, en fait, il y a un framework, comme dire, des différentes étapes d'acquisition jusqu'à la référale, donc le fait que votre client parle autour de lui et devienne votre ambassadeur. Il y a différentes étapes avec plein de subtilités dont on parlera peut-être dans un prochain atelier. De l'acquisition, c'est plus ou moins simple en fait d'en faire, c'est-à-dire qu'il suffit de faire de l'ADS sur Google, acheter des mots-clés ou aller prospecter à fond et on va acquérir de nouveaux clients. Mais l'important, c'est finalement que vos clients restent, deviennent ambassadeurs de votre marque et en parlent de manière positive. Rappelez-vous quand Uber est arrivé, comment vous avez parlé à ceux qui ont utilisé Uber au début, parlé à vos collègues, à vos amis, à vos familles de Uber en disant il y a trop bien, il y a des bonbons, il y a des bouteilles d'eau. Et donc c'est ça qu'il faut arriver, c'est réussir à faire de la rétention de clients pour que vos clients fassent en sorte de devenir ambassadeurs. Et donc cette méthode gros hacking qui est utilisée par énormément, quasiment toutes les startups et les scale-up et même maintenant de plus en plus par les grands groupes et même les hommes politiques, sont des méthodes très, très basées sur des hacks notamment. Avant qu'on justement on montre quelques exemples, est-ce que Bastien, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, tout à fait. En fait, les gens doivent se poser la question depuis le début, depuis que tu présentes cette méthodologie, quel est le secret en fait qu'il y a derrière cette méthodologie pour obtenir ces résultats. Sachez que très souvent, et c'est pas le cas effectivement dans les grands groupes, et c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, il y a la dimension de hack, donc il y a la dimension, on doit dire, de borderline vis-à-vis de la légalité. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'effectivement dans le gros hacking, tous les gros hackings les plus célèbres sont des choses qu'on ne pourrait plus entre guillemets faire aujourd'hui d'un point de vue légal, etc. La RGPD n'existait pas. Et effectivement, on va vous montrer par des exemples. Le premier hack qui a été fait, qui est très connu, c'est Hotmail à l'époque des années 2000, qui était le premier fournisseur de mail qui n'était pas dépendant de votre fournisseur d'accès Internet, et du coup qui a rajouté de façon automatique à la fin d'envoi de chacun de ces emails, envoyez votre adresse gratuite depuis Hotmail, etc. Ils ont rajouté une phrase à la fin. Donc ça c'est un rappel quand vous avez un iPhone au début, quand vous envoyez des messages, ça rajoute envoyer depuis mon iPhone à la fin de vos messages. C'est le même principe en fait de hack et effectivement ça a permis à Hotmail de conquérir à peu près 10% du web de l'époque en l'espace de 15 jours et ils ont été rachetés par Microsoft 3 mois après. Donc on voit qu'un hack a permis à Hotmail de décoller et d'être acheté par Microsoft. Mais effectivement d'un point de vue légal ou d'un point de vue respect de l'utilisateur, est-ce que d'obliger lorsqu'on envoie un email à rajouter une phrase à la fin, etc., c'est des choses effectivement on peut se poser la question et il faut savoir qu'il y a beaucoup les hacks les plus célèbres étaient un peu borderline. Mais effectivement, l'objectif maintenant, c'est de garder cette philosophie pour pouvoir l'appliquer dans votre entreprise en toute légalité et également de savoir que vous allez peut-être avoir demain des concurrents qui, eux, vont utiliser ces leviers-là parce que ça va être des petites structures qui ont peut-être sont dans leur première année de création et n'ont rien à perdre. Et donc, si on passe très rapidement d'autres exemples, mais pour tous ceux qui ont utilisé Dropbox, je ne sais pas si vous vous souvenez. Allez, pitch mon hack. Voilà, mais Dropbox, en fait, au départ, l'espace de stockage était tellement ridicule que tout le monde était obligé quasiment de parrainer quelqu'un, voire de se parrainer soi-même sur une deuxième adresse email pour avoir plus d'espace de stockage. C'est du hack, gratuit. Du hack, parce qu'en fait, dès le début, ils savaient que tout le monde peut-être utiliserait sa deuxième adresse mail pour se parrainer soi-même, etc. Il y a l'histoire de Yammer, je ne sais pas si vous le savez, mais sur Yammer, tout le monde pouvait s'inscrire en fait. Et à partir du moment où on avait la même adresse mail, si on était tous @guti.io, bah, du coup, Yammer savait qu'on faisait partie de la même organisation et nous créait un espace Yammer dédié sans jamais avoir eu l'autorisation de votre DSI ou du responsable informatique. Et quand ils se retrouvaient à avoir 50 utilisateurs de la même organisation qu'utilisait Yammer, à ce moment-là, ils envoyaient un email à la direction de l'informatique en disant « Si vous ne voulez pas payer, on supprime toutes les données qui sont sur Yammer depuis 6 mois, depuis que vos équipes l'utilisent. » Innovation commerciale. Et c'est ça qui a fait que Yammer a été racheté par Microsoft. D'ailleurs, à l'occasion, je vois que Microsoft rachète beaucoup les sociétés qui font du gros hacking.
Et encore, il y a des histoires comme Airbnb, où Airbnb au départ, ils avaient plein de logements à louer, mais ils n'avaient pas de loueurs, de grand public qui voulaient louer des biens. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que sur l'équivalent du Bon Coin local en Californie, ils ont mis en place une machine automatique qui, dès que quelqu'un mettait une annonce sur Airbnb, la redupliquait sur l'équivalent du Bon Coin, jusqu'à se rendre compte qu'à peu près 2 tiers des locations saisonnières sur cette plateforme-là, qui était l'équivalent du Bon Coin, globalement, étaient en fait issues d'Airbnb, et que en gros, il y avait un bug chez eux parce que effectivement, c'est Airbnb qui bénéficiait de tout ça. Sur Craigslist à cette époque-là. Exactement. Donc voilà, de l'acquisition, on va chercher les clients là où ils sont. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples, Baptiste, que tu voulais évoquer? Non, mais rapidement sur l'image de droite qui est assez caustique, c'est simplement aussi dire que chacun d'entre nous peut être créatif en termes d'innovation, mais aussi en termes de promotion d'innovation. Et donc, le gros hacking n'est pas réservé aux startups de la Silicon Valley ou aux petits génies du marketing. C'est quelque chose qui doit être ouvert à l'ensemble des collaborateurs. Et chacun d'entre nous peut être aussi créatif en termes d'innovation, mais aussi créatif en termes de façon dont on pourrait faire la promotion de tel ou tel projet d'innovation. Et ce n'est pas que digital, c'est aussi quelque chose qui doit être pensé de manière physique et aussi sortir de l'utilisation de certains outils. Je vous ai mis, pour répondre à Mathias, à ta requête d'hier, un exemple de forum qui s'appelle grosshacking.fr sur lequel vous pouvez aller vous inscrire. Et vous verrez qu'il y a plein de personnes qui posent des questions en disant comment je fais pour faire tel ou tel truc. Et toute une communauté en fait partage leur hack, leur savoir-faire ou leur test en disant ça c'est nul, ça marche, ça marche plus. Et en fait, c'est un petit peu la même chose que l'état de l'art dans l'innovation où en fait on va chercher sur un marché à aller proposer pour avoir du crédit d'impôt recherche, d'aller au-delà de l'état de l'art. Ben là, c'est pareil sur la façon de promouvoir son innovation. On va aller chercher un niveau de maturité d'un hack. Une fois que c'est dépassé, ça devient has-been. Et donc, vous voyez, par exemple, sur LinkedIn, quand vous recevez des emails automatisés, ça devient vite exaspérant. Typiquement, c'est le genre de hack qui est un peu mort et enterré. Et il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a analyser, idéation, priorisation et test. Le test, c'est-à-dire utiliser le hack, ne vient qu'à la fin. Et d'abord, il faut vraiment analyser ce pourquoi on veut le faire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est une priorité ou pas? Et ensuite, le tester. Et enfin, un exemple, vous avez aussi maintenant plein d'outils qui vous permettent d'automatiser, pour le coup, complètement digitaux, des toolbox où, en fait, sur chacun des sujets, de chacune de vos problématiques en tant qu'entrepreneur, que ce soit une direction générale ou marketing ou innovation, vous permettent d'aller plus vite. Typiquement, Zapier, pour ceux qui connaissent, permet de créer des ponts entre différentes interfaces et donc de gagner en agilité. Et encore une fois, le gros hacking doit être aussi bien mis au regard de l'innovation, parce que ce soit dans sa stratégie d'innovation ou sa stratégie commerciale de vente de l'innovation, il faut gagner en agilité. Et donc, le gros hacking en est une des méthodes. Et pour ponctuer, en plus, vous avez aussi le Pierre Guilbeault qui est un gros hacker en fait, qui met à disposition des petits hacks. Il faisait une newsletter. Vous aviez un hack par jour. Il le faisait, vous le receviez directement. Et au bout de 60 mails, il vous proposait d'acheter son livre blanc. Donc, c'était lui-même en fait une technique de gros hacking. Après, basiquement, il y a les filigranes sur les photos d'une application. Rappelez-vous de FaceApp. L'appli qui vieillissait vos têtes que vous pouviez partager. Il y avait en gros marqué FaceApp, et aussi TikTok qui a, avec la technique du filigrane sur la création vidéo, a fait entre guillemets très fort, c'est différencié avec quelque chose qui peut se regarder aussi en 3D mais qui bouge et qui permet d'attirer l'attention, d'acquérir davantage d'utilisateurs. Donc là, à moindre coût, on peut mettre en avant son innovation. Bastien? C'est du bon sens. Souvent, Du en bon fait, sens, là, oui. les exemples que tu as donnés, on se dirait mais pourquoi TikTok n'aurait pas mis effectivement son nom sur les contenus qu'il génère, mais sauf que ça n'a pas toujours été le cas. Donc du coup, en fait, c'est la preuve que oui. souvent le gros hacking, effectivement, c'est aussi du bon sens. Donc on bascule sur l'innovation frugale. C'est quelque chose qui est important aussi, qui est de plus en plus à la mode, et effectivement qui se base sur le principe que souvent quand on fait de l'innovation, on va aller chercher quelque chose de compliqué, alors que souvent, en fait, c'est les choses les plus simples et les plus efficaces qui vont le mieux marcher. D'ailleurs, quand je disais une startup est souvent monoproduit, hein, Facebook c'est Facebook, Insta c'est Insta, ils ne font pas 15 trucs à la fois. Ils sont spécialisés dans une chose et ils essayent toujours d'amener le plus de simplicité et d'efficacité dans ce qu'ils font. Il y a un dicton, hein, less is more, c'est toujours le moins c'est le mieux. Et pour vous dire, souvent de faire simple, c'est très compliqué.
Et donc, sur cette vague effectivement d'innovation qui essaye de faire le plus simple possible, c'est greffé en fait cette innovation frugale qui respecte effectivement quelques critères, notamment toujours le fait de vouloir faire simple, mais aussi le fait par exemple, d'aller adresser des consommateurs marginalisés. Souvent, en fait, quand on fait des innovations, on adresse toujours les mêmes cibles sans se préoccuper en fait que y a certaines personnes qui peuvent être en fait clients d'une innovation, mais si effectivement l'innovation est suffisamment peu coûteuse pour pouvoir effectivement être adaptée à ces cibles. On a également le fait que l'innovation frugale dépense beaucoup moins, investit beaucoup moins dans l'innovation et donc se permet aussi d'échouer plus facilement. Toujours moins on investit dans une innovation, plus on s'autorise de pouvoir l'arrêter. Et effectivement que ça permet d'éviter d'aller dans la course au budget, mais de se concentrer plutôt sur l'efficacité de ce qu'on veut produire. Et à ce titre d'exemple, il y a effectivement le fameux bidon qui permet de rouler pour aller chercher de l'eau. Sachez qu'il y a des millions de personnes sur Terre qui perdent des heures chaque jour à aller chercher de l'eau, qui sont limités par leur capacité physique à pouvoir transporter de l'eau. Et il a fallu attendre qu'il y ait des experts en innovation frugale qui planchent sur le sujet pour sortir des solutions. Alors, il y a différentes formes, etc. Mais de bidons qu'on fait rouler pour aller chercher les plus grosses quantités d'eau et éviter d'y aller tous les jours. Et surtout, oui, pas se casser le dos. Et pas se casser voilà, le dos, tout simplement. etc. Et même permettre, dans certains pays, à des enfants de pouvoir aller chercher de l'eau, alors en dehors des horaires d'école, etc. Mais c'est pour dire que globalement, vous voyez, on a dû attendre là ces dernières années pour repenser le système pour aller chercher de l'eau, alors que pendant des milliers d'années, tout le monde allait chercher de l'eau au puits ou ailleurs, et qu'il y a encore des millions de personnes sur Terre qui vont chercher de l'eau. De la même façon, on a l'exemple qui est plutôt une innovation frugale en termes de productivité de la Logan. C'était le souhait de Carlos Ghosn de vouloir effectivement réutiliser tous les moyens de production et toute la R&D qui avait été fait dans le passé pour pouvoir produire une voiture à bas coût en réutilisant tout ce qui existait déjà. Et effectivement, la Logan de Dacia est cet exemple. Et après, on voit effectivement, il y a d'autres sujets, mais comme le mobile banking, aujourd'hui, qui est quelque chose qui est incontournable en Afrique. Vous payez au marché votre nourriture avec un téléphone portable, mais sauf que ce n'est pas un smartphone et ce n'est pas avec l'application Apple Pay, c'est par SMS. Donc, on est sur l'innovation frugale. Et donc, de ce fait-là, à partir du moment où on peut utiliser un téléphone et envoyer des SMS pour accéder à des services, plein d'autres services se sont développés et ils peuvent aujourd'hui, sur des téléphones qui ne coûtent rien, accéder à vraiment 50 fois plus de services que ce que nous, que les services auxquels nous, on peut accéder via un téléphone non smartphone comme le tien. Innover avec frugalité, innover avec humilité. Hein. Il n'a pas menti. C'est effectivement un Nokia que j'ai en ma possession. Un dumb phone, à l'inverse des smartphones, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais au moins, il tient 7 jours en un chargement de batterie. C'est frugal. On a parlé de la frugalité, de l'humilité, de la manignité. Hein. Baptiste voulait peut-être Baptiste, parler du masque aussi. Ouais, Bastien, c'est ça, je te lance la perche là-dessus sur Decathlon et l'histoire du masque. Juste une aparté là-dessus. Oui, tout à fait. On en a parlé ensemble parce qu'on partageait effectivement notre retour d'expérience sur est-ce que effectivement l'histoire du masque Decathlon est une histoire d'innovation frugale ou pas. Alors oui, dans le sens où effectivement repartir de dispositifs qui existent pour essayer d'apporter une solution au Covid, de ne pas réinventer la roue, de partir des stocks existants de Decathlon de masques pour effectivement produire une solution, c'est l'innovation frugale. Après, effectivement, il y a eu un petit peu de buzz autour de ce phénomène. Dans la tête des gens aujourd'hui, les masques ont été utilisés pour faire des respirateurs, chose qui est fausse. Ce qui manquait, c'était des respirateurs, pas des masques pour permettre aux gens de respirer, enfin pas les embouts en fait qu'on met sur la bouche qui permettent de respirer, c'est plutôt les machines à la base qui soufflent qui manquaient. Et donc effectivement, le masque de Decathlon, par contre, a été très utilisé pour pouvoir l'utiliser avec un filtre pour permettre au personnel médical de pouvoir être protégé en toute sécurité et de pallier à l'absence de masque. Donc oui, le masque a été utilisé, c'est l'innovation frugale. Par contre, effectivement, l'usage en tant que respirateur, ça a été un peu un coup de com', mais effectivement, ou un coup de gros hacking, peut-être. L'histoire nous le dira dans le futur. Est-ce que c'est Decathlon qui est derrière tout ça ? Mais en tout cas, effectivement, il faut savoir que l'innovation frugale est quelque chose qui va de plus en plus important parce qu'il y a ce qu'on appelle l'innovation inversée. C'est-à-dire qu'on commence, par exemple, certaines grosses banques ont leur centre d'innovation fintech en Afrique parce que la réglementation est plus souple, parce que les usages sont déjà beaucoup plus modernes. Et donc, en fait, on va avoir ce qu'on appelle de l'innovation inversée, c'est-à-dire que l'Afrique va nous renvoyer très bientôt de nombreuses innovations qui viennent d'Afrique. Et donc là, on n'est pas habitué à ça. On a tendance plutôt à nous vouloir vendre nos solutions à l'Afrique. Et il faut s'attendre très prochainement à avoir de plus en plus d'innovations qui viendront de l'Afrique, mais qui seront des innovations low-tech, qui seront des innovations
écologiques, qui seront des innovations frugales. Et le mobile banking en est un bel exemple. Qui seront peut-être les innovations les plus importantes dans le fameux monde d'après, sur son versant peut-être pessimiste. Mais restons optimistes aussi pour la fin de cette conférence. Pour finir, on va parler d'équipe, on va parler de RH, de RH n'importe quoi, de RH, de management. Sorry for my accent. Je vous laisse conclure là-dessus et on va passer aux questions-réponses apéritives, bien entendu. Donc ça, c'est l'innovation telle qu'on la connaît. Voilà, effectivement, on connaît plein de choses de son entreprise. Je vais passer rapidement là-dessus, mais on connaît plein de choses. On a plein d'habitudes qui sont ancrées en tant que collaborateur en entreprise. Par contre, on a plein de choses aussi qu'on ignore, et notamment des inhibiteurs, des choses qui grèvent la façon dont on pourrait innover, et au contraire, des leviers d'efficacité qu'on ne se rend même plus compte. Et nous, dans notre métier de consultant en management de l'innovation, on le voit dans le cadre de ce que je vous disais tout à l'heure, les diagnostics qu'on prodigue à nos clients, qu'en posant quelques questions clés très, très précises à quelques personnes très, très précises, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui doivent émerger de l'iceberg et sur lesquelles il faut travailler pour innover durablement. Donc, juste un slide pour se remémorer qu'on a plein de certitudes, on a plein d'acquis, mais qu'il y a plein de choses qu'on ignore, que ce soit positives ou négatives, sur lesquelles il va falloir travailler. Et c'est qu'en travaillant sur ces aspects-là, ce qu'on ignore, qu'on va vraiment performer en termes de R&D et d'innovation. Très bien. Être une entreprise innovante. Voilà, très rapidement, Bastien, peut-être rappeler ce que finalement c'est. Oui, tout à fait. Ouais. Alors moi, sur le slide que tu viens de présenter, je suis à 200% d'accord. Véritablement, c'est plus dur de savoir ce qu'on ne connaît pas que de savoir ce qu'on connaît dans la vie, même à titre personnel. C'est un petit peu... C'est de la philosophie, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, si on voit effectivement comment est une entreprise innovante, on voit qu'effectivement, nous, quand on parle d'innovation, souvent on parle d'acculturation. On parle de chez Guti, de programmes de transformation, programmes d'acculturation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit que tout ce qu'il y a autour de l'innovation, maintenant, c'est une nouvelle culture. Et c'est quelque chose qui va venir s'intégrer à votre culture d'entreprise. On n'est pas sur de la formation... vous voulez apprendre un nouveau langage, vous voulez apprendre une nouvelle méthodologie, et puis voilà, vous êtes formé en 2 jours et c'est fini. Non, l'acculturation à l'innovation est quelque chose qui est long, qui doit impliquer l'ensemble de vos collaborateurs. Ce n'est pas juste le top management qui doit être au courant de ce que c'est que le Lean Startup et de ce que c'est le gros hacking. Non, c'est des choses qui magistralement changent la façon de fonctionner de quasiment toutes les entreprises dans le monde. Et donc, c'est une nouvelle culture qui est en train d'arriver. Il n'y a pas d'histoire en plus d'âge. Il y a des start-upers ou des innovateurs qui ont tout âge. Donc, ce n'est pas une culture qui est portée par une génération, c'est une culture qui est portée par une nouvelle volonté, peut-être de vouloir faire les choses différemment dans le futur et de ne pas se reposer sur les pratiques existantes. Et effectivement, dans ce contexte-là, il faut que chacun puisse sortir de sa fiche de poste. Donc, il faut qu'effectivement l'entreprise soit ouverte à ces changements. C'est très difficile quand on a dit à ses salariés pendant 20 ans, tu fais ce qu'on t'a demandé et tu fais rien d'autre. D'un coup, de lui dire, maintenant, tu vas être acteur du changement, tu vas pouvoir essayer de nous aider à contribuer, à modifier, faire bouger les lignes sur ton marché, etc. On va écouter tes idées. On voit les boîtes à idées dans les entreprises. Parfois, elles ne marchent pas parce que les gens n'osent pas proposer de nouvelles idées. Et effectivement, c'est l'approche ascendante de l'innovation où il faut écouter ses salariés. Parce que effectivement, peut-être les innovations majeures pour transformer votre métier, ça va être en amenant des nouvelles solutions à vos salariés, ça va leur permettre de travailler d'une nouvelle façon. Mais peut-être c'est en écoutant vos partenaires et en révolutionnant la façon dont vous allez travailler avec vos partenaires que vous allez changer votre métier et vous différencier de vos concurrents. Ou peut-être tout simplement, comme on l'a déjà dit, en écoutant vos clients, quoi. Et le dernier point qui est extrêmement important, et je pense que c'est un petit peu le métier d'ailleurs de la mêlée, c'est d'être ouvert à son écosystème. Aujourd'hui, en 2020, d'être solo. Si vous êtes une entreprise, que vous n'avez aucun partenaire, que vous connaissez personne, que vous n'avez pas de partenariat privilégié, ça va devenir compliqué. Un iPhone, c'est produit par des sociétés qui sont concurrentes d'Apple. Samsung développe une grosse partie de l'iPhone. Les applications qui sont sur un iPhone sont des applications qui sont développées par des développeurs du monde entier, qui sont hébergées par des serveurs dans le monde entier. On voit rien qu'un smartphone en lui-même est déjà la résultante de milliers de partenariats, de millions, même si on prend toutes les applications qu'il y a sur les stores, etc. Donc, on voit que de plus en plus, c'est au travers des partenariats qu'on va pouvoir établir qu'on va pouvoir développer effectivement son activité. On voit les investissements aussi. À une époque, c'était très compliqué pour une société d'investir parce que effectivement, un investissement, ça coûtait cher, etc.
etc. Aujourd'hui, les startups, elles sont à des phases d'avancement différents. On peut investir de 5 000 à 500 millions d'euros. Donc, du coup, on n'est pas obligé de devoir tisser des partenariats ou des investissements d'ampleur pour pouvoir bénéficier de l'effet réseau écosystème qui aujourd'hui est incontournable. Très bien, merci pour. Alors, je crois que tout est lié effectivement sur les slides. Et là, on est sur la différenciation. Une fois qu'on a pris en compte, on a intégré la culture de l'innovation dans la culture de l'entreprise. C'est vraiment le mot d'ordre, en fait, quoi. De non pas du tout le décorréler, pas faire subir l'innovation aux salariés, ne pas négliger la courbe d'apprentissage, la courbe d'acceptation, quoi, de vos salariés, de vos collaborateurs, pas imposer l'innovation. Une fois que tout ça est intégré dans l'interne, là, on est face aux concurrents et vraiment. Très, très rapidement, je vais vous demander, parce qu'on a largement dépassé le timing et je pense qu'il y a des questions. On passe sur les dernières slides avant de conclure et de passer aux questions-réponses. J'espère qu'elles seront nombreuses. Donc, on enchaîne rapidement. Je suis désolé de vous presser, les gars. J'enchaîne très rapidement. Je fais juste l'intro et je laisserai Baptiste terminer. Le blitzscaling, pour vous dire, c'est juste, tout le monde connaît le blitzkrieg pour la Seconde Guerre mondiale. C'est la stratégie qu'a fait effectivement les Allemands de pouvoir aller au-delà de ces lignes, au-delà des lignes traditionnelles d'attaque. C'est-à-dire que normalement, quand on attaque, il y a toute la logistique qui vous suit pour pouvoir amener un support, etc., aux armées. Et donc, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a laissé les lignes de support derrière et il a fait une stratégie de foncer tout droit en disant bon, bah, on verra bien, si on domine tout le monde, eh ben, derrière, on aura le temps de ramener le support et les vivres et tout ce qu'il faut et tout. Donc, le blitzscaling, c'est cette volonté de vouloir aller très, très vite, très, très fort, effectivement, pour pouvoir conquérir un marché. Est-ce que je te laisse continuer, Baptiste? Ouais, non, mais c'est une bonne, sans nous jeter des fleurs, c'est une bonne conclusion sur cet atelier. C'est finalement, voilà, plus vous êtes agile, plus vous vous posez et vous prenez le temps, même si le chiffre d'affaires ne sera pas au rendez-vous d'ici la fin d'année, pour rebattre les cartes et repartir sur de bonnes bases et repartir de manière motivée sur sa stratégie commerciale et innovation, entre ce que souhaite la direction pour 2021 et ce que vous pouvez produire. Plus vous serez armé, plus vous serez agile, plus vous performerez d'un point de vue personnel ou d'un point de vue entre entreprises. Et c'est une effectivement méthode qui mériterait, comme le gros hacking ou comme l'innovation frugale, des ateliers. Et donc, ça, pour vous, la mêler à votre disposition pour le prévoir au courant de l'année 2020-2021, de créer des ateliers sur ces sujets-là, si besoin. Mais en tout cas, effectivement, ça fait partie des méthodes qui sont importantes, sur lesquelles il faut piocher de l'information. Il faut vous les accaparer parce que ça marche. Merci pour votre attention, cher public. Merci beaucoup à vous deux, Bastien, Baptiste. Baptiste à distance sur Paris, mais on t'en voudra pas. Bastien, à mes côtés, selon la règle de distanciation sociale. Check Covid, comme on dit. Check Covid. On va passer aux questions-réponses. Je dois vous laisser maintenant. Merci à tous, c'était très intéressant. Merci à toi, Christophe, en tant que co-animateur. Christelle, je vais devoir vous quitter. On te remercie aussi. Alors, du coup, on a une demande sur les slides, donc on va essayer avec Baptiste et Bastien de dealer ça, pas de souci. Si vous êtes sur la liste des inscrits, bien entendu, on fait parvenir. Tout cet atelier, toute cette conférence, cette intervention sera disponible en replay sur le YouTube de la mêlée. Donc, à défaut d'avoir les slides, vous ne m'en voudrez pas, Christelle, si je ne vous les ai pas envoyés. Enfin, n'hésitez pas, je pense que vous êtes dans les inscrits, donc il n'y a pas de souci. Sinon, ce sera bientôt sur le YouTube de la mêlée. Ce que je vous propose, c'est que, alors Baptiste, je ne sais pas si en étant au travail, tu as un verre à proximité. On avait convenu de ça entre nous. Il a un verre à proximité. Oh bon, ben, écoute, une gourde, ça va très très bien. Je vais vous laisser dans les mains expertes de Bastien, peut-être pour les questions-réponses. Alors, si vous voulez poser une question dans les champs de commentaires, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez prendre la parole directement. On est entre nous. Je vais quand même attendre qu'il y ait une question de lancer avant d'aller. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Donc, en attendant que la personne pose la première question, je vais tous vous demander est-ce que vous avez été satisfait et satisfaite de cette intervention. Et si vous voulez bien mettre une petite note de 1 à 5 en commentaire, comme ça va déjà déverrouiller le chat. Et en attendant, si quelqu'un a une question, on est à votre écoute, à votre disposition. Icebreaker, comme on dit. C'est un icebreaker, effectivement. J'icebreak le chat. Un brisage de glace. Laissez-vous tenter, laissez parler les doigts. C'est vrai que nous, on a quand même pas mal parlé. Et n'oubliez pas, oui, l'icebreaker, l'histoire de l'iceberg, c'est aussi important de briser la glace.
Alors, si vous n'avez pas compris, mettez juste dans le chat une note de 1 à 5. 1 étant vous n'êtes pas satisfait, 5 complètement. Ouais. Comme les petites étoiles sur, Comme sur les étoiles Uber. sur Uber on ou en sur toutes parlait. les applications, les notes sont à la mode. Mais merci Catherine de votre retour, intervention très riche, ça me fait plaisir. Si vous avez une question Catherine, n'hésitez pas. Après c'est vrai on s'est peut-être un petit peu attardé, mais on est toujours ouvert aux questions, bien entendu, si vous avez une ou deux questions. Sinon, nous resterons dans l'histoire du YouTube de la mêlée des Digi5 à 7. J'en profite d'ailleurs pour toutes et tous de vous donner rendez-vous le 28 septembre pour le début de la mêlée numérique qui se fera en mode digital. Donc, il y aura 5 salles de visioconférence, 3 sur ce format, un petit peu en Digi5 à 7, mais tout au long de la journée. Donc, ce sera du Digi 8h du matin à 8h du soir. Et puis, on aura 2 salles qui seront des conférences plénières sur lesquelles vous pouvez voir tout plein d'intervenants à suivre sur lamêlénumérique.com ou mêlénumérique.com. Donc, n'hésitez pas. Alors apparemment, on a été extrêmement clair avec Baptiste parce qu'il n'y a aucune question. Mais en tout cas, moi, je tiens à vous remercier. Je tiens à rajouter… Ah, est-ce qu'on a une question ? Intervention très Non, enrichissante. les gens doivent nous laisser, mais effectivement, ils n'ont pas de questions, donc on les remercie. Mais en tout cas, c'était juste pour dire que moi, je tenais à remercier Baptiste et le groupe GAC effectivement pour cette collaboration. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo ou si vous regardez effectivement en live le webinaire, à nous solliciter, Baptiste et moi-même. On sera heureux de collaborer ensemble pour potentiellement vous accompagner sur des sujets. Et effectivement, peut-être qu'on vous a dit beaucoup de choses. Sachez que ça fait beaucoup de valeurs et de messages et de méthodologies en même temps, mais qu'on en a conscience, qu'on est en capacité effectivement de prendre plus le temps avec vous, de revoir justement tous ces sujets-là. Sachez qu'il y a nous on a par exemple des formations où parfois sur un des sujets qu'on vient d'évoquer, on peut passer 1-2 jours ensemble pour vraiment aller au fond du sujet. Je pense notamment au Lean Startup, au Growth Hacking, même au Design Thinking, à tous ces sujets-là. Ça fait beaucoup de mots en ing et en anglais, mais en tout cas globalement on est à votre disposition, voilà, pour vous aider à innover de la meilleure des façons qui soit. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Christine, merci Lauriane, merci à toutes les participantes, tous les participants. Je vous propose de se donner rendez-vous au prochain Digi 5 à 7. Je crois que c'est la semaine prochaine, mais honte à moi, je n'ai pas encore retenu la date. Donc CF, le site de l'association La Mêlée. Merci beaucoup Baptiste de nous avoir accordé de ton temps, même à distance. Alors, la vidéo Echo et Enoch, ce sera sur le YouTube de La Mêlée. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et vous savez quoi ? Vous tapez l'association La Mêlée et vous retrouvez normalement sous 2-3 jours la vidéo. Merci Baptiste. Oui, merci beaucoup à tous. Merci Mathias pour cette animation. Au plaisir de refaire l'exercice prochainement. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas effectivement à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je pense notamment parce qu'on va lancer une série de nouveaux webinaires à la rentrée, et notamment un qui pourrait vous intéresser sur l'IP Box et la stratégie brevet pour les acteurs du numérique. Des mouvements, au-delà de ce qu'on parle là de management de l'innovation, et des mouvements fiscaux autour de la stratégie brevet et de la fiscalité autour des brevets des acteurs du numérique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu le 17 septembre. Vous pourrez réaliser de belles économies sur le sujet. Eh bien, merci beaucoup Baptiste. Merci beaucoup Bastien. Bonnes vacances. Mais oui, bonnes vacances. Bon, pas encore pour moi. Si vous partez en vacances, écoutez, très bonnes vacances à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors là, c'est le moment où je vais m'approcher de l'écran et plus ma main va s'approcher, plus la caméra va s'éteindre. En vous souhaitant une très, très bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt. Merci Baptiste. Merci à tous.